Donc on a vu, le e-commerce, c'est une forme de VAD, de vente à distance, et la vente à distance, c'est la succession logique de la vente par correspondance de la VPC. Alors ces cycles sont souvent un petit peu longs, c'est pour ça que je les utilise, c'est vrai. Alors la vente par correspondance, elle est très ancienne, puisque les grands de la distribution, les premiers distributeurs, les Aristide Boussicot, nous sommes au temps de Zola, nous sommes au milieu du 19e, ça correspond au début des grands magasins de centre-ville, faits pour les urbains. Bien sûr, on ne touche pas les populations de périphérie, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs d'achat, et donc on va très vite inventer sur le modèle américain du 5 cents, 10 cents, 5 sous, 10 sous, les premiers magasins populaires qui vont prendre le nom, l'enseigne, 5 sous, 10 sous. Et on connaît les monoprix, les uniprix, les prix uniques, c'est quoi? C'est du magasin populaire. Et puis on se dit, mais on touche pas les ruraux. Or, les ruraux, à l'époque, nous n'avons pas la mobilité que l'on connaît aujourd'hui. Donc on dit qu'il faut bien qu'on puisse toucher les populations rurales qui ne peuvent se déplacer. Et c'est comme ça que la vente par correspondance, où on correspondait, on écrivait, se développe. Avec notamment des commerçants connus dans le domaine, dans le nord de la France. Alors vous connaissez... Pardon? Voilà, par exemple. Et puis bien plus tard, la Redoute, les Trois Suisses, et de plus près de chez nous, les Yves Rocher. Yves Rocher qui reste aujourd'hui plutôt un VPCiste qu'un VADiste, parce que les commandes qui tombent chez Yves Rocher tombent encore majoritairement par courrier, avec le paiement qui est joint au courrier. D'accord? Alors vous voyez l'évolution, on avance, 95 le web naît, naissance du web, et on va voir que les catalogues papier, qui existent toujours, qui sont un peu plus réduits, qui demain disparaîtront, mais c'est une question de culture. Demain ils disparaîtront, aujourd'hui ils sont en partie numérisés, ce qui est intéressant quand même en termes de mise à jour. Et aujourd'hui, Internet, on peut dire que les VADistes, à 80%, fonctionnent avec Internet. Ils ont tous quasiment migré. Je citais Yves Rocher, qui est sans doute un de ceux qui a encore une part non négligeable en VPC. Et les Français connaissent bien le format de la vente à distance. C'est traditionnel, il y a une habitude, même si là aussi ils ont muté de la correspondance qu'ils avaient, du passage par Minitel entre les deux. Aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus Internet pour passer leurs commandes. Alors il y a des avantages à cela, on rentre dans des canaux, les canaux, ce qu'on appelle les canaux de distribution. Vous avez un canal, c'est un chemin, c'est le chemin qu'emprunte un produit pour aller du producteur au consommateur. Ça peut être relativement long, à travers des intermédiaires, que ce soit à travers la grande distribution avec des grands magasins, des très grands magasins, les hypermarchés, les supermarchés, les magasins de proximité, livrés par entrepôt, plateforme. Ça peut être plus direct. Ça peut être votre commerçant, votre fournisseur de fruits et légumes tous les samedis matins sur la place de l'église. Et là, on rentre dans un circuit relativement court, producteur-consommateur. Avec le canal numérique, c'est comme ça qu'on le nomme également, on rentre dans un circuit qui est plutôt... Dans un canal, vous voyez, je parle de circuit. Un circuit, c'est l'ensemble des canaux possibles pour la distribution d'un produit. Si on prend le domaine du livre, eh bien pour le livre, vous avez un certain nombre de canaux de distribution. On va parler du circuit du livre, fait de canaux. Le canal numérique, le canal Internet, est un canal plutôt court, qui permet d'avoir un suivi assez fin du consommateur. On rentre dans des notions de marketing très personnalisées, ce qu'on appelle le one-to-one, un à un. Alors quand on est rentré sur Internet, on est suivi. Votre commerçant, il vous aime bien, il sait ce que vous faites, il vous le rappelle. Il vous rappelle si effectivement vous ne l'avez pas fréquenté depuis quelque temps. C'est de la fréquentation en ligne, on sait tout. Plus que dans le magasin physique quasiment. Parce que sur la toile, on peut visiter sans acheter, mais on peut le savoir. On peut savoir que vous êtes passé. Et on peut vous envoyer des offres personnalisées, j'en parlerai un peu plus tard. Je disais, l'intérêt du canal numérique, c'est également le fait que le catalogue soit actualisable en temps réel. Facilement. Un catalogue papier, vous imaginez, on va en sortir 2 par an. Un catalogue numérique, on peut changer l'offre facilement, très facilement. Y compris en termes de prix, enlever un produit qui n'est plus disponible ou qui pose des problèmes de fiabilité, de normes. L'accessibilité, alors là on rêve. C'est le faux rêve. C'est la dimension spatio-temporelle qui, au départ, quand le web s'est développé, on s'est dit c'est formidable, avec le click and order, je clique et je commande, click and order, je clique et je commande. La dimension spatiale disparaît, la dimension temporelle disparaît. Je commande là où je veux et quand je veux.
plus d'espace, plus de temps. Même parfois plus d'intermédiaires. Super, on disait oui, Internet, on va plus de magasins, formidable, plus de magasins, plus d'intermédiaires, ça va être beaucoup moins cher. Oui, peut-être. Mais quand le produit n'est pas complètement dématérialisable, numérisable, il faudra bien le livrer. Et là, il faudra un intermédiaire. Et donc on se dit, mais finalement, on a désintermédié, mais il faudra peut-être réintermédier. C'est plus forcément une vitrine, une boutique, quoique, on y est revenu, mais c'est au moins un logisticien, quelqu'un qui va livrer le produit. Hein, donc la dimension, le développement du e-commerce a engendré de nouvelles formes de logistique, de nouvelles formes de mobilité également. Hein. Alors, vous voyez les chiffres d'affaires actuels en France, selon la FEVAD. Oh là, tant pour moi. Attendez, hop, voilà. Donc, ce graphique, c'est donc le chiffre d'affaires sur une petite dizaine d'années du B2C en France, selon la FEVAD étant la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Ces chiffres sont rendus publics, sont consultables sur Internet sans difficulté. Donc on a passé le cap des 30 milliards l'an dernier et on continue sur une progression forte. Vous voyez, à 2 chiffres, largement à 2 chiffres. Même si c'est peut-être un peu moins rapide qu'au début, on partait de 0. Puis on a quand même eu la bulle des années 2001 où la bulle a explosé et on a même fait marche arrière. On a vu que c'était quand même compliqué de commander par Internet. C'est pas la commande qui est compliquée, c'est souvent la livraison. Puis la disponibilité du produit. Eh oui, vous étiez parents pour certains, il y a une dizaine d'années, peut-être que vous avez testé, ou peut-être grands-parents pour certains déjà, testé peut-être un site qu'on appelle eToys. eToys, pour beaucoup de consommateurs, c'était apparemment le site internet de Toys R Us, les jouets. Donc, bon. Or, Toys R Us, bon, au moment des fêtes, un vendeur de jouets, son chiffre d'affaires, il est fait, allez, on va dire entre le 15 novembre et le 15 décembre. C'est concentré sur un mois. Quand on a des enfants et que le mystère ou la magie de Noël est là et que le Père Noël c'est important, on fréquente les magasins et puis autrefois il fallait trouver un subterfuge en disant tu vas aller avec papa, pendant ce temps maman faisait un deuxième tour ou l'inverse, et puis on achetait et puis il fallait cacher les cadeaux et puis etc. Là c'était super. On faisait le tour du magasin, on repartait les bras libres et le soir à la maison tranquillement on passait commande auprès d'eToys qui n'était pas du tout la même chose que Toys R Us mais un concurrent, ce qu'on appelle un pure player, un nouveau commerçant sans un magasin. Donc c'était formidable, on passait commande. Simplement en 98 et rebelote 99 pour les 2 Noëls, il y a eu un tel succès pour eToys qu'ils n'ont pas été en mesure de livrer en temps et en heure les bambins. Comment expliquer aux bambins qu'il a été très gentil, etc., mais qu'il n'aura son cadeau que le 15 janvier? Difficile. Eh oui, et là, effectivement, il y avait un côté intéressant, mais un côté également pratique, tout simplement pratique, de disponibilité des produits et de franc succès qui faisait qu'en fait, ils n'avaient pas forcément le back-office, la logistique, le front office, ils l'avaient, la vitrine, elle était belle, elle était attrayante, c'était pratique. Parce qu'en logistique, il y a un terme qui revient souvent, just in time, juste à temps. Et pour Noël, c'était pareil. Il n'était pas question d'être livré trop longtemps avant. Le 23, allez, le 24 éventuellement au matin. Allez, le 25 au matin éventuellement, dernier carat. Dernier carat. Mais pas après. Pas trop tôt, il faut stocker. Pas trop tard. Problème de service, de niveau de service. Alors, quelques chiffres, vous voyez, je passe sur le premier. Bon, effectivement, multiplication par 35 en l'espace de 10 ans, c'est énorme. Encore une fois, on partait de très peu. Aujourd'hui, le nombre d'internautes en France, on dit qu'un Français sur 2 va régulièrement sur Internet. Un Français sur 2, des plus jeunes, scolarisés en classe maternelle pour certains, jusqu'aux aînés. Le nombre d'acheteurs, c'est un peu différent. Le nombre d'acheteurs, mais il progresse énormément. Mais on va arriver quasiment à un maximum bientôt. On est, vous voyez, à peu près à 27 millions, c'est-à-dire 4 internautes sur 5 achètent plus ou moins régulièrement en ligne. 4 internautes sur 5. Pas forcément les plus jeunes. Sauf s'ils ont la carte de papa-maman. C'est pas toujours avéré, mais bon, de temps en temps on voit des choses. Les aînés,
Les aînés qui y trouvent goût, les aînés qui n'ont pas forcément connu Internet pendant leur activité salariée, leur activité professionnelle, qui l'ont découvert souvent après de manière ludique, pour suivre les petits-enfants qui partaient en stage à l'étranger, pour voyager, rêver, pour acheter du voyage, et puis qu'aujourd'hui ils y goûtent et ils se disent mais finalement on peut acheter, ça peut être drôlement pratique, notamment quand la mobilité malheureusement décroît, en disant tiens ben on va commander, ça peut être pratique de se faire livrer, notamment des produits lourds, encombrants et en plus peu impliquants. Le nombre de transactions est important. En clair, ça reste faible malgré tout, je disais, et ça il faut s'y attendre. Demain, le nombre de consonnautes ne va pas forcément doubler dans les années à venir, surtout pas, notamment en France. Il va augmenter, peut-être qu'on arrivera à 35, peut-être 40 millions, mais ça va stagner. Par contre, vous observez que le nombre de transactions moyennes par consonnaute, il est faible. C'est en moyenne 1 par mois. 1 par mois, c'est rien aujourd'hui. Un consonnaute par an, à peu près 12 transactions. Valeur moyenne d'une transaction, 100 €. C'est extrêmement faible. Alors je compte tout dans les transactions. On va le revoir aussi bien des produits qui sont numérisables. Je commande un billet de train, billet d'avion, une place de spectacle, et je commande mon épicerie alimentaire. Alors c'est pas du même registre en termes de logistique derrière, vous voyez, c'est pas la même difficulté. Donc là, on s'attend à une explosion du nombre de transactions. Et donc forcément, du nombre de livraisons. Même si une partie des produits sont numérisables. La France n'est pas spécialement en avance. On dit même qu'on avait un peu de retard du fait de l'habitude qu'on avait prise avec le Minitel, la télématique. Bon, on va dire qu'on se classe dans le milieu du peloton européen. Les pays du Nord sont plutôt en avance en général. Il y a une question de culture aussi derrière cela. On n'a pas forcément les mêmes attentes, entre autres en termes de livraison à domicile. On n'a pas forcément les mêmes pratiques d'un pays à l'autre. Ça dépend entre autres du climat, des conditions de circulation. Bon, vous voyez, les pays du nord de l'Europe sont plutôt bien développés, les pays de l'Europe du Sud plutôt moins. Bon, on est un peu au milieu. Bon. Avec 44%, c'est par rapport à la population totale. Alors, qui achète en ligne? Au départ, des hommes, bien sûr, c'était sérieux Internet. Donc je fais attention. Ça y est, maintenant elles sont majoritaires. Normal, il y a de l'achat, il y a de la transaction, donc là il y a de la transaction, du commerce, il y a aussi des femmes. Donc on dit que les femmes sont maintenant majoritaires sur Internet, dans l'achat en ligne, en B2C. Les CSP+, les catégories socio-professionnelles plus, sont un peu plus présentes, mais l'écart n'est pas aussi important qu'on pouvait l'imaginer au départ. Et puis, la répartition au niveau des tranches d'âge, ça y est, la tranche 25-34 est aujourd'hui a priori la première. La première, donc ce chiffre est de 2009. Il semblerait qu'en 2010, ça se tient, mais 25-34 ans, c'est la population, on va dire, la plus présente sur la toile en termes d'achat en ligne. Une population qui prend une part de plus en plus importante également, c'est la tranche d'âge 50-64 ans. Vous voyez, avec 13% en 2008, 20% il y a à peu près 1 an et demi, et puis on est à 25, je crois, à peu près aujourd'hui. Donc il y a des habitudes qui se prennent là aussi. Alors, c'est intéressant de voir comment les consommateurs réagissent. Et vous êtes dans ces cas-là. Il y a, on va dire, schématiquement, 4 comportements types du consommateur. Vous avez le consommateur, donc quand on consomme, il y a deux actions, ou du moins 2 étapes. D'abord, ce qu'on appelle la recherche d'informations. Donc là, je m'intéresse à des produits impliquants. Recherche d'informations, puis ensuite la transaction, l'achat lui-même. Donc, vous avez ceux qui vont tout faire en magasin. Qui vont aller en magasin, faire le tour des magasins, prendre le temps, réfléchir, et qui retourneront en magasin pour acheter. Tout se fait en magasin. Deuxième profil, complètement l'opposé, celui qui est passé all click. Tout clic, qui n'a plus le temps, qui ne veut plus mettre les pieds de manière parfois délibérée en magasin, qui va rechercher par Internet, qui va surfer sur la toile, qui va utiliser des moteurs de comparaison, qui va se faire une idée, et qui achètera sur Internet.
recherche d'informations et achat, tout se fait en ligne. Puis vous avez les deux croisés. Donc là j'ai pris les deux extrêmes. Et les deux croisés, c'est celui qui va commencer par dire « Moi j'ai besoin d'être rassuré. Je vais d'abord aller voir, goûter, essayer, tester, voir qui c'est ce commerçant. La confiance étant établie, après, deuxième temps, on peut avoir des achats qui continuent en ligne. On le connaît ce commerçant, on a confiance, on n'a pas le temps d'y aller tous les jours. Et on continue à acheter en ligne. Et puis inversement, celui qui se dit « Mais moi non, je vais rechercher mes informations grâce à Internet, pas forcément zéro papier. Hein. Je vais imprimer, je veux un nouvel ordinateur. Je vais regarder ce qui existe. Je vais me faire mon idée. Je vais sortir des comparaisons, etc. Oh, mon choix, il est fait, c'est celui-là. Et je sais où je vais l'acheter. Et j'y vais, je pars dans le magasin, je pars en magasin pour faire mon achat. Avec ma doc sous le coude, que je laisserai d'ailleurs au vendeur qui va me la réclamer en disant c'est bien fait votre comparaison. Mais j'ai besoin, là, vous voyez, d'être rassuré à l'achat. Ne serait-ce peut-être pour le SAV. Mon choix, il est fait avant, mais j'ai besoin de voir quelqu'un, un contact. L'aspect social, la dimension sociale qui reste présente malgré tout. Internet ne gomme pas le social. Hein. Il le fait évoluer d'une autre manière. Alors, quand on parle de distribution, on parle de roue de la distribution. Les formats s'enchaînent. Donc là, vous avez, c'est les travaux de Moatti, du Crédoc. Hein. Moatti a fait un travail intéressant au début des années 2000, 2003, vous voyez, où il a comparé un petit peu le développement d'Internet, donc l'année N pour Internet c'est 97, avec le développement de l'hypermarché. C'est vrai que ça se superpose à peu près. L'hypermarché en France, donc du coup l'année N c'est Carrefour, c'est 1963. Donc ça a démarré tout doucement, et puis on a connu un développement de l'hypermarché qui est devenu le premier format en France, qui aujourd'hui régresse. Format qui régresse, nous sommes dans des routes de distribution. C'est un format dont le consommateur s'éloigne un peu en disant attention, trop grande surface. Le supermarché se porte mieux qu'il s'est porté. Des magasins à taille plus humaine. On dit souvent que le consommateur vote avec ses pieds. En clair, bon, en fonction des surfaces, il va parfois dire non, finalement, je me rabats sur un supermarché de proximité qui n'a pas qu'une offre alimentaire d'ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment difficile ce que je vais dire là, mais dans 10 ans, 15 ans, les formes de commerce électronique auront encore évolué. Par téléphonie notamment. Ce qu'on appelle le commerce, le M-commerce, on n'est qu'au début là, donc bon, ça va encore évoluer, sûrement, hein, même certainement. Les sites marchands, parlons des commerçants en ligne. Les commerçants en ligne n'ont jamais été aussi nombreux, donc là vous avez des chiffres sur la France. Vous voyez, donc si je reprends le chiffre de 2010, plus de 73 000 sites déclarés sites français, mais quand on fait du commerce en ligne, on ne se pose pas la question forcément de l'identité ou de la nationalité du site. Hein, les frontières sont un peu gommées, je vous rappelle que la dimension spatiale, elle est vraiment secondaire. Je commande quand j'ai le temps, ça peut être à 3 heures du matin, et où je veux. Alors ça peut être sur un site qui est très voisin, qui est sur la place de Nantes, mais ça peut être sur un site qui est très très éloigné. Bon, en tout cas, le nombre de cybercommerçants se développe bien. Quels produits achète-t-on? Alors, on a coutume de dire qu'il y a deux types de produits, deux générations de produits. Les produits initialement dématérialisables, numérisables. Je pense à la culture, je pense au voyage, à la billetterie en général. Bon. Facilement transportables. Je pense à la culture, le livre, le CD, le DVD, des petits colis que des opérateurs qu'on connaît tous sont capables de livrer facilement dans la boîte à lettres d'un consommateur. C'est du petit colis, facile à faire. Enfin, plus facile que des produits qu'un panier alimentaire. Bon. Puis d'autres produits se développent, mais avec des écarts importants. L'alimentation, je l'ai mis en évidence, c'est votre caddie. On n'est plus dans le monocolie. C'est pas un petit bouquin ou un bouquin tout simplement ou un CD que j'ai commandé, mais un panier avec des produits frais, avec des produits surgelés. C'est mon caddie. Et là, c'est quand même un peu plus délicat. D'une part, au niveau de la passion de la commande, il faut être sûr de la qualité des produits, etc. Et puis, en termes d'habitude, ça veut dire également être disponible au moment de la réception
du fameux caddie, ou être mobile, parce qu'on verra qu'il y a une solution intermédiaire, c'est de dire, bah, je vais le retirer, la préparation, je n'y vais plus, je ne mets plus les pieds en magasin, c'est les fameux drives, j'y reviendrai, hein. La multiplication actuelle des drives, ça fait, c'est vraiment une tendance à l'heure actuelle. Alors, quid demain? Donc, dans ces produits, certains sont plus facilement vendables que d'autres, dans le sens, plus la logistique du e-commerce est simple, je pense aux premières catégories, tout ce qui est numérisable, je les ai évoqués, intangible, les services en particulier, par opposition aux tangibles, eh bien tout ce qui est intangible, numérisable, la vendabilité sur Internet est assez élevée, dès que c'est tangible, et qu'il peut y avoir des retours. Tangibles, je pense notamment au textile. On a parlé de la VPC, de la VAD, les grands du textile, les Redoutes, les Trois Suisses. Quand vous commandez, même si on n'est pas dans la culture allemande, un Allemand qui commande, s'il fait venir 6 chemises, il y en a 3 qui vont repartir. Le taux de retour, il est important. Dans notre culture française, c'est pas tout à fait le cas. Mais le retour existe quand même. Et oui, quid également de la logistique des retours. On dit donc aujourd'hui que dans le e-commerce, les retours peuvent représenter jusqu'à 25% des flux. Donc ça veut dire qu'il faut le préparer. Hein, et qu'on peut être effectivement très, très gêné si on ne l'a pas intégré. Les sites, quels sont les acteurs? Vous les connaissez de nom si vous allez un peu sur la toile. J'ai joué sur les couleurs, en mettant en vert ceux qui sont vraiment issus de la nouvelle économie, les pure players, ceux qui n'existaient pas il y a 15 ans. Les eBay, Price Minister, Amazon, etc., vente privée, Pixmania. Bon, les grands de la toile. Au départ, on a juré que par eux. eToys en faisait partie. On disait que l'Internet, que l'économie numérique allait bouleverser l'ancienne économie, que l'ancienne économie n'avait plus aucun intérêt. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ceux qui réussissent, notamment pour des produits délicats livrés sur la toile, sont souvent des acteurs bien présents dans l'ancienne économie, parce qu'ils avaient des réseaux. Alors, en bleu, vous allez trouver plutôt des commerçants, entre guillemets, déjà présents dans l'ancienne économie, donc je vois SNCF, la Fnac, qui avait des magasins, Cdiscount, filiale du groupe Casino qui est sans doute en France le réseau le plus maillé qui soit, avec, je crois que c'est à peu près 6000 points de vente, toutes enseignes confondues. Donc un réseau important. Bon, ça n'a pas empêché d'avoir des difficultés, des déboires sur certaines actions, mais bon, ils ont progressé. Et puis vous avez en jaune plutôt les VPCistes. Ah oui, les VPCistes ont migré. Hein. Donc voilà un petit peu pour situer ces acteurs avec ici des activités mesurées en milliers de visiteurs par jour, hein, en visiteurs uniques. Bon, j'ai cité, vous voyez, Carrefour. Carrefour ne vient pas dans les tout premiers, nous sommes dans de l'alimentaire, hein, c'est plus délicat, rappelez-vous. Et Éveil et Jeux, Éveil et Jeux, c'est très ponctuel, c'est sur des périodes de l'année où on va avoir des pics d'activité qui sont très forts. Hein. Alors la Redoute serait passée apparemment le premier en 2010. Bon, ça serait remonté. Alors, c'est vrai que la vente à distance a souffert. La vente à distance connaîtrait, je parle au conditionnel, un second souffle avec le e-commerce. Bon. Toujours dans les caractéristiques du commerce électronique, les commandes. Les commandes que l'on va trouver dans le e-commerce, en général, on est souvent sur une commande, une ligne de commande et un colis. On dit souvent e-commerce égale monocolis, pratiquement. Sauf pour l'épicerie en ligne, où là, on est dans un processus qui est quasiment industriel. Les Finlandais, qui ont beaucoup travaillé sur le e-commerce et notamment l'épicerie en ligne, disent que c'est quasiment un process industriel puisqu'on va assembler le panier, on va assembler le caddie. On a une liste de courses et on va piocher. On va remplir ce caddie avec, vous voyez ici, ça peut aller jusqu'à une 50aine de lignes par commande. Bon, alors vous comprenez bien que là, du coup, on ne pourra pas utiliser les opérateurs classiques peut-être pour faire de la livraison à domicile. On va rentrer dans des logistiques plus spécifiques. Oui. Alors, le nombre dans une commande, par exemple, si vous commandez chez Amazon, oui, si par exemple il y a trois ouvrages qui vous intéressent, vous avez donc 3 ouvrages différents, hein, donc 3 lignes. Et puis après le premier ouvrage, vous en commandez pour vos petits-enfants, oui, il y en a 5 exemplaires, et puis le deuxième, un seul exemplaire, voilà. C'est le nombre d'exemplaires dans la ligne donnée. D'accord? Donc une ligne de commande, c'est une référence, c'est un produit, un micro. Une deuxième ligne, c'est par exemple un ordinateur.
Et après, je vais avoir la quantité par ligne. D'accord? Donc vous voyez, vous remarquez qu'on est souvent sur des multiples de 1. On est sur 1, éventuellement pour l'alimentaire un peu plus, mais on est souvent sur 1. Non, par ligne. C'est-à-dire que dans mes 50 produits, j'ai de l'eau, j'ai des pâtes, j'ai du pain, etc. Et en moyenne, j'ai un produit, un exemplaire de chaque référence. Hein? D'accord? Le profil d'une commande, donc je ne reviens pas sur le nombre de lignes qui est faible, la fréquence assez irrégulière. Alors, je vous disais tout à l'heure, on est tracé sur Internet, donc on peut vous rappeler, on peut vous envoyer un petit mail gentiment en disant comment ça va, il y a un petit moment qu'on vous a pas vu sur notre site. Tiens, on a une offre intéressante qui vous concerne puisque vous achetez plutôt, on connaît votre profil, puisque vous achetez plutôt tel et tel produit, on a justement une offre qui vous correspond exactement. Donc on entretient la relation virtuelle, on l'entretient quand même, hein, puisqu'on vous a en mémoire. Le mode de livraison, j'en reparlerai un peu plus loin, soit à domicile, c'est le fin du fin, effectivement, soit en dehors, on verra comment, avec des délais qui sont très variables. Parfois on achète une rapidité, parfois on achète une fiabilité. C'est le cadeau de Noël, livré au plus tard, le 23 au soir ou le 24 au matin. D'accord? Mais je ne veux pas l'avoir tout de suite. Je ne veux pas être livré tout de suite, parce que ça va m'embarrasser. C'est aussi ça. Parfois c'est urgent. Parfois c'est de l'urgence. Mais parfois je ne suis pas pressé. Je veux ce produit, ou par exemple mon caddie alimentaire, je le veux en fin de semaine. Je n'ai pas besoin pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Mais en fin de semaine, très bien, et d'ailleurs je serai chez moi. Hein. Service attendu, donc c'est le suivi. Alors quand vous avez commandé par internet, j'imagine vous avez tous fait l'expérience. Comme on a payé en général, on paye, on est frustré quand on achète sur internet. On paye, on n'a pas le produit. Donc on va voir ce qui se passe. Comment il avance ce produit? Il en est où? Ah, c'est arrivé sur telle plateforme en Europe. Ah, je devrais l'avoir en fin de semaine. Ah, ce n'est plus disponible. L'information, elle est importante. Hein. On veut être informé. Ça peut aller sur des services à valeur ajoutée importants. Je pense à l'électronique. Vous avez commandé un ordinateur sur Internet ou du mobilier. Ça peut aller jusqu'au montage chez vous du produit. C'est le produit, acheté, livré, monté. Clé en main. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la formation. Le prestataire qui va vous livrer, qui n'est pas forcément Dell ou Apple ou quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui travaille pour, il a été formé pour aller jusqu'à la remise du produit en état de fonctionnement. Retour de la commande, je l'ai un peu évoqué. Personnalisation des produits, bien sûr, puisqu'on vous affiche, on peut même différencier le produit, le personnaliser, et le profil du client, puisqu'on vous connaît plutôt bien. Et qu'on vous rappelle, si vous ne venez pas souvent, on vous le rappelle gentiment, et on va essayer de vous faire venir à nouveau. Des problèmes rencontrés par les internautes. J'ai relevé simplement les problèmes logistiques. Il y en a un certain nombre. Vous voyez, il y a notamment les problèmes de retard, c'est important. Ah oui, on attendait un produit soit en urgence, soit pour une date donnée, il n'arrive pas. Ça, c'est quand même un problème majeur, problème purement logistique. Hein. Des produits non livrés, c'est encore pire. Parce que c'est clair que c'est un arrêt net de commande sur le site en question. Bon, souvent, dans les premiers temps, les e-commerçants étaient sympas et livraient, ou du moins déclaraient une deuxième livraison. Vous n'avez pas eu le produit, on vous croit, et on envoie une deuxième. C'était pas toujours perdu pour tout le monde, d'accord? Bon. Et puis, l'impossibilité des retours. On l'a évoqué, le fait que soit impossible, soit compliqué. Compliqué pour gérer un retour. Est-ce qu'il faut que je me déplace quelque part sur un site pour retourner mon produit défectueux? Est-ce qu'on vient chez moi? Mais quand? À quelle heure? Comment ça se passe? Qui prend en charge? Bon. Donc là, on a des questions parce que la logistique, elle a un coût sur Internet. Même si on vous l'offre. Si on vous l'offre, tant mieux pour vous. Si le commerçant vous l'offre, c'est un moyen de vous capter, un moyen de vous fidéliser, un moyen de faire en sorte que vous preniez l'habitude de consommer en ligne. Mais quelque part, ça lui coûte. Donc, problème de paiement, qu'est-ce que vous en pensez? Problème de, tout simplement, la peur. Tout simplement, au départ, les freins, dans les années 2000, quand on a commencé quand le commerce en ligne s'est développé, il y avait 3 freins majeurs. Le premier, c'était le paiement. Le numéro de carte sur Internet. C'était un frein majeur en disant « Oh là, moi j'ai pas envie de laisser ma carte, mon numéro de carte ». Alors aujourd'hui, on a des systèmes plus sécurisés, mais rien n'est fiable à 100%. Hein.
Alors on verra qu'il y a une solution en disant, bah, finalement, moi je commande mais je paye pas, je paierai à la réception du produit. Pay and receive. Je paie à la réception. Bon, contre remboursement. Bon. Vous comprenez les sociétés qui donnent pas suite, qui déposent le bilan là-dedans? Oui. Oui, complètement, oui. Oui. C'est ça, oui. Je pensais que c'était ça le métier, avec le don d'intervention du PayPal derrière. Tout à fait, oui. Hein, le deuxième frein, c'était la logistique, on comprend, parce qu'on ne sait pas forcément à l'époque. À l'époque, on jurait que par les Américains. On disait pour livrer à domicile, ça peut être, dans les années 2000, UPS, DHL, Federal Express. Il n'y a que les intégrateurs américains qui peuvent faire ça. Nous, on est incapables en Europe, on est incapables. Puis il y a eu 98, des grands mouvements au niveau des postes européennes. On s'est dit, mais finalement, les postiers savent très bien faire ça, pour une bonne partie des produits. Bon, donc le levier logistique a commencé à dire, ça va, on fait un peu mieux. D'autant plus que les UPS, Federal Express et DHL disaient, mais nous, Madame Michu dans le Cantal, on va pas la livrer. Elle a commandé son bouquin chez Amazon, il est arrivé, mais on va pas la livrer quand même, Madame Michu. On va pas le dire comme ça. Mais bon, allez, ça vient en Europe, par nos moyens, ça vient de la plateforme européenne jusqu'à sur un entrepôt régional, pourquoi pas à Clermont-Ferrand. Mais après, on va faire appel à la Poste. Vous le dites pas, hein. Faudra pas le dire, hein, mais c'est la Poste. On peut pas y aller. On peut pas y aller, nous, UPS, on n'a pas le réseau. Pour faire du porte-à-porte, c'est pas possible. Question de complémentarité. On reparlera peut-être à la fin de coopétition. Alors, j'arrive de manière un peu plus précise, mais peut-être qu'il y a des questions. Je regarde en même temps ma montre. J'arrive sur la partie plus technique, plus logistique, en disant, voilà, le B2C a fait exploser un petit peu les circuits logistiques classiques. On était habitué à des flux massifs de B2B. J'ai envie de dire, c'est facile de livrer des hypermarchés en camion complet ou en palette complète. Des belles palettes par hypermarché. Des hypermarchés en France, vous en avez à peu près même pas 1500, des hypermarchés les plus grands. Livrer 24 millions de ménages en France, c'est une autre histoire. C'est du porte-à-porte, c'est du monocolie, c'est pas très rigolo, hein. C'est un métier très capillaire, très postal, hein, c'est du diffus. Et donc là, c'est quand même pas simple, parce qu'on va avoir des flux beaucoup plus nombreux, beaucoup plus de flux, et des flux en volume moins important. Hein. Donc ça change complètement de logistique. Et on a cru au départ que les grands logisticiens classiques, nos logisticiens d'entreprise, allaient devenir e-logisticiens. Ben, c'est pas aussi simple que cela. Certains ont voulu, en disant voilà, on devient e-logisticien, et au bout de quelques mois, on dit non, finalement, c'est quand même un métier particulier. On rentre dans de la messagerie, par exemple, mais domestique. Bon, c'est pas aussi simple, puis le consommateur, il n'est pas toujours chez lui. Comment on fait, quoi, hein? Donc certains se sont brûlés un peu les ailes sur ces premières applications. Alors là, je m'excuse, on a vu tout à l'heure en essayant qu'il y avait 2 diapos qui passaient en format un peu plus petit, mais bon, c'est pas très très grave pour la compréhension. Là, je reviens sur le circuit de distribution B2B. Alors les flèches vont être mal positionnées, voilà, mais c'est pas grave. En clair, en B2B, il y a un point important qu'il faut bien relever, c'est le magasin qui est là. Le magasin, c'est une zone de guerre économique, c'est une zone de front entre des fournisseurs, des entrepôts qui livrent ce magasin. Donc la flèche noire devrait être un peu plus haut, ici. Donc ces magasins sont livrés. Et puis quand il y a magasin, le client, le consommateur que vous êtes, il va, c'est la flèche rouge qui devrait monter jusqu'ici, il va en magasin. C'est-à-dire qu'il y a une partie, quand vous achetez en magasin, le logisticien, c'est vous. Quand vous achetez en magasin, vous faites votre logistique. Vous préparez vos commandes, avec votre caddie, votre petit caddie dans les allées en alimentaire, par exemple. Et le transport, bien sûr, c'est vous. À pied, en voiture, peu importe, c'est vous le logisticien. Les Finlandais ont estimé le temps passé à faire ses courses par semaine par des consommateurs finlandais, début des années 2000, 2003. Un ménage finlandais passait à peu près 4 heures à faire ses courses par semaine. La moitié du temps, plus de la moitié du temps, en voiture. Donc moins de la moitié du temps en magasin. Un quart d'heure à peu près le temps de passer aux caisses. Donc il restait à peu près une bonne heure et demie pour faire ses courses en magasin. Ils se sont dit en plus, 4 heures, c'est sur notre temps libre. Ils se sont amusés à valoriser le temps libre. C'est contestable. Mais bon, c'est intéressant. Approche intéressante. Et eux se disaient, mais finalement, être livré chez nous, même si on doit payer, la logistique, le service que l'on demande de livraison à domicile, même si ça monte jusqu'à 20% de la valeur du panier, ça peut être jouable. Ça peut coûter moins cher que ce que l'on fait, le temps de déplacement,
les soucis également pour trouver une place de parking, la crainte que la voiture soit visitée, etc., etc. Alors je vous dis, ça peut être contestable, c'est toujours intéressant, ne serait-ce que de valoriser le temps libre. C'est pas banal comme exercice. En tout cas, dans ce cas-là, le magasin existe et c'est vous le logisticien. Je ne sais pas si vous êtes amusé à compter votre temps en magasin, le coût des dépenses autres que le panier. Bon, c'est toujours intéressant. C'était bien pour le consommateur, pour le commerçant, de livrer en magasin. Des magasins, je vous dis, si on compte tous les magasins français, hormis les centres-villes, allez, avec les supermarchés et hypermarchés, on est à 20 000, quoi. 20 000 magasins, hard discount. Ça va. C'est facile à livrer. Donc on a changé de logique, on est entré dans cette logique. Oula. Le magasin, dans le cas du e-commerce, hein, dans le cas extrême, où le magasin disparaît, on dit mais plus besoin de magasin. C'est l'exemple de Dell, le modèle d'excellence de Dell. Je commande en ligne et je suis livré. Je livre mon client, je le livre chez lui, et il se débrouille, il formate son poste, etc. Ça peut lui faire peur d'ailleurs, mais... Auquel cas, il y a une prise en charge totale par le commerçant en ligne, qui n'est pas logisticien d'ailleurs. C'est pas Dell qui va aller vous livrer. Mais en tout cas, le client est livré. Et donc là, c'est un petit peu nouveau et dans la démarche, et ça veut dire que le commerçant devient logisticien de proximité. Alors certains savent faire plutôt bien, ou s'entourent de compétences via des prestataires, puis ben, d'autres ne savent pas faire et échouent ou ont échoué. Hein, vous avez dans le commerce, il y a deux dimensions. Il y a une dimension dite front office, c'est la vitrine. Le front office, c'est ce qu'on voit en premier. Quand vous faites vos achats, quand vous traînez dans les rues de Nantes, vous avez la vitrine d'un magasin qui peut attirer. Sur la toile, c'est pareil. Vous avez le site en ligne qui va attirer. Il est pas mal ce site, je vais aller voir. C'est le front office. Puis il y a la partie cachée, arrière, back office, c'est la logistique. C'est la réserve du magasin, c'est le produit. Est-ce qu'il est disponible dans le magasin? Est-ce qu'il l'a en stock? Est-ce qu'il a ma taille? Est-ce qu'il a ma couleur? Est-ce qu'il, voilà, etc. Et pour Internet, c'est pareil. Et donc là, le commerçant est amené à gérer l'intégralité. Et ça, c'est un petit peu nouveau parce que il n'avait pas à se préoccuper de la livraison finale qu'il va devoir intégrer dans ses coûts d'exploitation. En faire cadeau s'il veut, pour attirer le client, mais en tout cas, dans son business model, il doit intégrer le coût de la livraison à domicile, ou de la livraison sur un point, peu importe. Alors là, on revient sur des bonnes tailles. Quelques exemples de modèles logistiques. Donc là, j'ai pris la supply chain dit culturelle, type Amazon, Fnac et autres. Un site comme Fnac.com, bon, la Fnac, c'est à peu près 1 million de références. 1 million d'articles différents. Si vous allez à la Fnac de Nantes, vous en aurez beaucoup moins. L'offre en ligne est beaucoup plus importante que l'offre en magasin. On peut la multiplier à volonté. Pour le culturel. Simplement, sur le site central, il y a un entrepôt central de la Fnac en France. Sur l'entrepôt central, ils n'ont que 10% des produits en stock. Les rotations les plus fortes. Les produits qui tournent le plus. Les autres, eh bien, ce sont des ouvrages, des CD, des produits culturels qui sont beaucoup moins demandés. Pourquoi les avoir en stock? Un stock, ça coûte cher. Donc, ils sont complètement en amont chez les éditeurs, chez les fournisseurs, éparpillés dans le monde entier. Ce qui peut expliquer pourquoi parfois il y a un temps de réponse qui peut être un peu plus long. Ça peut être rapide, ça peut être immédiat, ça peut être de quelques jours. Ça peut être un peu plus long. Tout dépend un petit peu, je dirais, la classe de votre produit. Est-il un produit à forte rotation ou un produit à rotation assez lente? Bon. En tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on ait autant de livraisons que de lignes de commande, vous imaginez? Le consommateur ne va pas être d'accord pour être livré s'il a commandé 10 bouquins à la Fnac pour avoir 10 livraisons, parce qu'elles viennent de 10 éditeurs différents. À un moment donné, il va bien falloir les regrouper, ces livraisons. Alors c'est là qu'on va le travail de prestataires de services logistiques, plutôt du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres. Donc j'en cite quelques-uns ici. Avec un rôle du commerçant en ligne qui est un rôle plutôt d'infomédiaire, d'infomédiation. Fnac.com, les flux en pointillés, ce sont des flux d'information. En fait, c'est un aiguilleur de flux. L'information remonte. Il a peut-être en stock chez lui, d'ailleurs, on prépare, sinon on transmet, les produits viendront, on fait un bel assemblage, on va essayer de limiter les livraisons, bah oui, parce qu'une livraison ça coûte cher quand même, malgré tout, et donc on va essayer de massifier les flux. Ceci étant, si l'écart est trop grand entre deux réceptions, entre un produit déjà en stock et un produit qui est sur un autre continent,
eh bien tant pis, la Fnac va vous déclencher la livraison, la première et la deuxième, et c'est pour eux. Logiquement, ils vous l'offrent, quelque part ils la récupéreront, mais logiquement, elle est offerte. Hein. Donc ça, c'est un modèle. Avec des stocks qui sont très en amont. Parfois très distants, très loin du consommateur, comprenez bien ça. Des stocks de produits qui peuvent être très très loin du consommateur. C'est le bouquin de recettes pour Madame Michu, c'était la recette de la cuisine canadienne. Bah, je suis sûr que le bouquin, il est au Canada, il n'est pas en France. Ok ? Si maintenant je prends d'autres produits, des produits de type alimentaire, donc là on va avoir des stocks qui vont être beaucoup plus près, sur les entrepôts, allez on va dire régionaux ou interrégionaux, sur des zones d'activité qui sont plus proches. Alors si on prend, alors là aussi il y a eu une vraie psychose à un moment donné, dans les années 2000, les grands distributeurs français avaient un petit peu peur de se faire déboulonner par des pure players, un peu comme eToys pour le jouet. Et donc les premiers à tirer, c'était Carrefour, Auchan, Cora, Télémarket, Casino, qui a dit je me retire au bout d'un moment, c'était difficile. Et leur choix a été de dire on va préparer sur des entrepôts dédiés, des entrepôts de distribution dédiés, qui ne font que ça. Et donc dans ce cas-là, on va organiser des tournées de livraison à domicile. Simplement, ces entrepôts sont en général des entrepôts régionaux ou interrégionaux. Donc si vous commandez ce soir, vous ne serez pas livré ce soir. Si vous commandez ce soir, vous serez livré peut-être demain, mais plutôt en fin de semaine. On est sur des tournées de livraison qui sont plutôt longues. Hein. Ça, c'était le scénario dit des intégrés. Vous remarquez que nos commerçants associés, il y en a quand même pas mal dans l'Ouest, les Leclerc, les U, les Intermarchés, étaient très prudents. Le scénario français, dit du warehouse picking, préparation d'entrepôt, était à l'identique le scénario américain. Les Anglais avaient fait un autre choix, sur lequel je viens dans quelques instants. Oui, donc le principe, hein, il est tout bête, je passe commande chez Oura. Oura est un des premiers français, c'est le distributeur Cora, très connu dans l'Est de la France et le Nord. Je passe commande sur le supermarché en ligne Oura, oura.fr, c'est transmis sur un entrepôt de préparation qui était unique pour la France entière. C'était même pas un interrégional, c'était un national, un entrepôt pour toute la France. Comment voulez-vous être livré du jour au lendemain ? Difficile. Depuis, Oura a réduit sa toile, se limite à 24 départements. Les départements à forte densité. Hein. Il n'est pas question que l'internaute vienne sur l'entrepôt retirer sa commande. Vous imaginez ? Inconcevable. Vous voyez quelques enseignes, là, les plus connues en France. Auchan est sans doute celui qui a le plus de pôles de préparation, pratiquement par grande région, avec 6. Quand je dis interrégional, on est quand même sur des grandes régions. Hein. Mais Oura est sur 2 sites toujours, et Télémarket, plutôt Île-de-France, hein, plutôt francilien, et avec un site important à Pantin. Donc là, c'est une stratégie de dire, voilà, on va travailler sur des entrepôts. Oui, on n'est plus en amont, on est à un niveau intermédiaire, mais plutôt au niveau national, voire interrégional. Avec des problèmes de distance, dans les caractéristiques que vous allez voir apparaître, on est sur des livraisons à domicile qui sont relativement longues. On est sur des tournées qui sont longues, qu'il faut optimiser. On n'a pas droit à l'erreur. Si en plus le consommateur n'est pas là au moment de la livraison, vous imaginez. Or, si la livraison est longue, on aura de la peine à respecter une heure de passage programmée. Hein. Comprenez bien également que les investissements sur ce choix qui est fait de préparation d'entrepôt, les investissements sont forcément conséquents parce que l'entrepôt n'est pas un entrepôt de grande distribution classique. On ne prépare pas de la palette complète, mais du monocolie ou du panier individuel. Donc c'est du détail. Donc on est sur des bâtiments complètement dédiés. Donc la préparation d'entrepôt signifie des investissements et donc un retour sur investissement qui demande d'avoir des volumes tout simplement. Donc il est clair que dans un premier temps, les cyberépiciers, qu'ils soient américains ou français, ont connu de grosses difficultés et Casino a très rapidement en 2002 dit « moi je jette l'éponge ». Il n'y a que depuis quelques années, 3-4 ans, que les cyberépiciers sont enfin rentables. Hein. Je parle peut-être ici, voilà, dans la livraison à domicile, on peut, bon, si le consommateur est là, c'est une remise en main propre, et parfois paiement sur le champ. On n'est pas en Suisse, je raconte souvent cette anecdote où en Suisse, le consommateur n'est pas là, c'est pas grave, on va laisser le conteneur isotherme, parce que les produits sont également des produits frais ou surgelés, on va laisser un petit conteneur isotherme sur le palier, s'il vous plaît,
personne n'y touchera. Valeur moyenne du panier ou du contenu du panier, c'est à peu près 700, on est sur une base, oui, à peine 100 euros, j'avais parlé en, oui, c'est ça, l'équivalent en francs, en euros tout simplement. À peine 100, oui, 80, 90 à peu près. Hein. Personne n'y touchera, et puis on va récupérer le contenu isotherme de la semaine précédente qui a été bichonné, etc. Personne n'y touche. Quand les acteurs du groupe Migros et le Shop en Suisse présentaient ce cas en disant, oui, évidemment, question culturelle, la culture influe sur la logistique, et on avait des gens de Géodis qui étaient là, puisque Géodis a été le premier cyberépicier d'Oura en France, c'était en 2000. Et Géodis dit, mais quand vous faites, nous on livre Oura, et on passe sur Paris sur rendez-vous en moyenne pratiquement 3 fois chez le client. Presque 3 fois en moyenne. On se plante au moins une fois, sinon 2. Et on ramène les produits, et on les représente. Vous vous imaginez? Donc vous imaginez les coûts d'exploitation qui sont derrière. Alors, l'idée, mais nous on l'a pas en France, même si l'idée, si le brevet existe et si la technique existe, c'est pas développé en France, pas à ma connaissance, au moins en particulier. Vous avez dans les pays du Nord des boîtes dites de réception inattendue. C'est joli, des boîtes de réception inattendue. Ce sont des boîtes à lettres intelligentes. Personnelles, intégrées dans l'habitation, avec une porte côté rue, une porte côté habitation, où le livreur va laisser les produits, là le digicode, il va laisser les produits, c'est votre réfrigérateur à 2 portes, tout simplement. Investissement. Bon, donc nous on ne l'a pas. Par contre, on peut imaginer des consignes partagées. Ça, on commence à avoir des choses comme ça, pas forcément en alimentaire. Hein. Donc dans ce cas-là, ça peut être au niveau d'un ensemble, d'un collectif, de dire on livre pas à domicile, il n'est pas là, c'est pas la peine, mais on réinvente parfois le métier de concierge, entre guillemets. Les concierges ont un peu disparu, mais parfois dans des villages, on dit mais finalement on parle que de l'urbain, mais il y a aussi le rural qui est intéressé par le commerce en ligne. Et souvent dans les villages, on a des personnes plus aînées qui sont souvent présentes du matin au soir et qui sont contentes parfois par le lien social dont elles peuvent bénéficier, jouer ce rôle de consigne. Hein, mais bon, c'est artisanal, on peut pas avec le développement attendu du commerce en ligne, il faut qu'on ait des moyens également plus techniques et plus sécurisés. Donc pour l'instant, c'est un outil qu'on n'a pas vraiment développé, au moins sur le territoire national, qu'on rencontre dans les pays du Nord plutôt. Alors, je disais que les associés, de leur côté, avaient été prudents en disant, oh là là, d'une part, ce sont des indépendants, ce sont des commerçants indépendants. Et vous dites, mais attendez, si on crée un site en ligne, à qui va-t-il profiter? Finalement, ça risque je risque d'en souffrir, de voir mes ventes peut-être baisser par certains de mes clients qui sont internautes, qui vont commander à la centrale, et ça ne viendra pas dans mon escarcelle. Donc, les associés ont attendu un petit peu pour se lancer à la fin des années 2004 avec Intermarché, puis puis Leclerc, développer également leur site en disant mais nous on va faire comme l'anglais Tesco, on va surtout pas se charger avec des investissements onéreux, on va préparer en magasin, on va préparer au plus près du client, on va préparer sur le lieu de vente, pas d'investissement, la commande va tomber sur le lieu de vente et on prépare là et on ira livrer à partir du lieu de vente, donc sur un kilométrage qui est très limité, parfois même le dernier kilomètre. En tout cas, les derniers kilomètres. Et puis même, dans ce cas-là, quand on est près du client, comme il y a un coût de livraison, il faudra bien lui facturer quelque part, à moins de lui en faire un cadeau au départ, ou si sa commande est importante, c'est ce qu'on fait. Si la commande est élevée, on fera cadeau de la logistique. Mais sinon, on peut lui dire, venez retirer votre commande. Dans un coût logistique, globalement, rappelez-vous, vous avez à peu près 2 tiers. 2 tiers, c'est la distribution, c'est le transport. Et 1 tiers, c'est la préparation de commande. Hein, pour situer. Donc, eux préparent en magasin, c'est ce qu'on appelle le store picking, préparation dans le magasin. C'est le modèle Tesco. Tesco, le britannique Tesco, dès la fin des années 90, s'est lancé là-dessus. On dit mais il n'est pas bien, préparer en magasin, etc. Ça a bien marché. Bon, les Anglais également ont une autre attente de la livraison à domicile que nous. Hein. Tesco s'est simplement rendu compte un peu plus tard que dans certains magasins où les volumes étaient importants, que ça se bousculait un peu dans les allées. Parce que ceux qui préparaient les commandes pour Tesco, c'était des prestataires, c'était un prestataire, et donc les préparateurs de commandes, vous imaginez, dans les allées, ils allaient essayer d'aller assez vite pour avoir une bonne productivité, et donc le magasin est également un lieu de vie, un lieu convivial, où on rencontre des voisins, où on discute, et donc il y avait des bousculades, ce qui faisait que parfois il y avait des pertes de clientèle. Et quand les volumes, sur Londres notamment,
était jugé suffisant, eh bien Tesco est passé sur entrepôt. Quand les volumes étaient suffisants. Parce que ça devenait rentable de dédier un site uniquement à la préparation. Alors, on est en livraison à domicile si on veut, mais également en retrait en magasin. Et puis, on a une formule intermédiaire que vous connaissez notamment sur Nantes, il y en a deux sur Nantes, avec 2 chronos, un au nord et un au sud, c'est de dire on va développer des dépôts de proximité. On n'est plus sur l'entrepôt interrégional. Hein. Nous sommes sur des dépôts urbains de petite taille, sur des lieux de passage, domicile, travail, facilement accessibles, dans des villes importantes, où là, ce dépôt n'est pas un magasin, pas question d'y entrer, simplement on va y retirer un produit. On est sur du drive et on y va en voiture parce qu'on est sur plutôt des paniers alimentaires. Pas forcément y aller à pied. Hein. Donc là, c'est le principe intermédiaire de chrono qui est un format assez original. Donc je passe rapidement sur ce schéma. Vous voyez, l'intérêt, c'est qu'on peut, sur le magasin de proximité, si vous allez sur un site d'un associé aujourd'hui, hein, n'importe lequel, notamment sur Nantes, vous allez en trouver un certain nombre, la première chose qu'on vous demande, c'est votre code postal. On va vous demander votre code postal. Ok, et dans ce cas-là, on va vous donner l'offre du magasin, parce que d'un magasin à l'autre, l'offre peut être différente. Pour une même enseigne. L'offre sera transmise, votre commande sera transmise au magasin qui va préparer, qui ira vous la livrer éventuellement, et parfois assez rapidement, ou alors vous irez la récupérer en revenant du travail ou du sport. Alors l'intérêt majeur, c'est l'investissement qui est limité. Cette fois, je m'appuie sur les réseaux. Je m'appuie sur un réseau existant. Dans les produits qui ont bien marché dès le départ, on disait qu'il y avait le culturel, il y avait la billetterie, il y avait tout ce qui était virtualisable. Il y avait également des produits, c'était peut-être un peu étrange. La fleur a tout de suite très bien fonctionné. Interflora a tout de suite cartonné. Au début des années 2000, fin des années 90. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un réseau. Ils savaient distribuer des fleurs dans le monde entier. Ils mettaient à profit leur réseau. Donc ça veut dire que les réseaux existants, il faut les utiliser, les mobiliser. Et c'est dommage qu'un commerçant traditionnel, et eux l'ont compris, n'utilise pas des réseaux existants. S'appuyer sur ces réseaux. Un réseau, c'est précieux, ça coûte cher, et il faut essayer de l'utiliser au maximum. Oui ? Complètement. Oui. Tout à fait. Ah oui, c'est... Puis en plus, oui, pour Interflora, je prends le cas d'Interflora, en général, celui qui offrait ou qui achetait, qui payait, on va dire, n'était pas forcément celui qui était le destinataire. Hein, on avait deux choses différentes, très souvent. Hein. Alors, messieurs, quand vous offrez des fleurs maintenant, par Interflora, ou en général des fleurs, bah vous offrez aussi de la logistique. Et vous offrez à peu près 30% de logistique. Vous le direz pas. Hein, d'accord, c'est à peu près ça. Hein. Alors, vous voyez, on a vu que les intégrés étaient majoritairement sur préparation régionale. Les associés, Intermarché avec à peu près 400 magasins aujourd'hui en France, qui font effectivement du cybermarché, de l'épicerie en ligne. Également, Leclerc qui s'y est mis. Au départ, Leclerc n'était pas trop chaud, même plutôt résistant, en disant mais attendez, nous sommes dans le discount. Michel-Édouard Leclerc disait nous, écoutez, on se veut être le distributeur le moins cher. Tant qu'on ne sera pas le moins cher en ligne, on ne va pas y aller. Donc très prudent, très très prudent. Mais prenez le cas nantais. Je pense notamment à Orvaux. Vous avez un hypermarché important à Orvaux qui est un des express drive français. Il ne pouvait plus supporter d'avoir en face de lui un chronodrive et de voir les voitures défiler, arriver au chronodrive. C'était une provocation. Donc ils y sont allés eux aussi. Et j'ai pu visiter leur site il y a peu de temps. La différence de U, c'est toujours intéressant à voir parce qu'il y a des coûts derrière. Eux se sont dit, bon, on a un très grand hypermarché, plus de 10 000 mètres carrés. Autant tout à l'heure je disais, les références pour la Fnac, il y a beaucoup plus de références en ligne qu'en magasin. Là, c'est l'inverse. Dans un hypermarché, vous avez 50, 60, 70 000 références. Et en ligne, il y en a 10 fois moins. Donc, ils se sont dit, on va créer... On a un parking qui sert au personnel en sous-sol. Bon, on va trouver une autre solution pour le parking du personnel, mais on va utiliser ce sous-sol comme mini-dépôt avec nos 7000 références au catalogue électronique.
Et donc on a il doit y avoir à peu près 2000 mètres carrés de surface de préparation, donc stockage et préparation, avec, tenez-vous bien, vous avez un parc et l'emplacement pour le vendredi soir et samedi matin pour 200 caddies. 200 caddies qui peuvent servir en préparation. Le nombre de commandes en soirée, un vendredi soir, c'est la période de pointe, hein, ou le samedi matin, ça peut aller jusqu'à 200. Avec 20 préparateurs. Qui ne font qu'un chemin de préparation très court. U. Les magasins sont moins grands en général chez U, Super U. Mais Ronan Lecor, qui est le patron logistique de Super U pour le Grand Ouest, dit, nous on est un peu embêtés, on n'a pas le choix, il faut y aller, on n'a pas le choix, le consommateur veut du e-commerce. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Pour l'instant, nos préparateurs préparent dans le magasin traditionnel, un peu comme Tesco. Simplement, les produits, les 5-6 000 produits au catalogue numérique, sont mélangés parmi les 50-60 000 produits. Donc un préparateur de commande chez U fait un chemin relativement long et met un petit peu moins de temps qu'un consommateur, mais pas beaucoup moins. En productivité, vous voyez. Donc en termes de coût, quelque part, pour l'entreprise, pour le gérant du magasin ou le propriétaire du magasin, c'est à intégrer. Hein. Et puis surtout, ce qu'il faut voir maintenant, c'est ça. C'est que les Carrefour, les Auchan, les Monoprix et autres, qui au départ n'étaient pas présents en magasin, sont finalement le magasin. On voulait pas y aller. On voulait pas utiliser nos réseaux. On avait une certaine fierté. On voulait tout faire sur des entrepôts dédiés, automatisés, parce que c'était un nouveau métier, on avait en partie raison, mais il y a des coûts derrière. Et tant que les volumes ne sont pas là, on s'appuie de plus en plus sur les magasins. Et c'est la mode des drives. Les drives, on les voit exploser un peu partout. Alors est-ce que c'est la solution de demain? Peut-être pas complètement. Mais en tout cas, ils sont pratiques. En tout cas, pour l'alimentaire également, les produits qu'on va retirer, on va les retirer plutôt avec des véhicules ayant un coffre. Hein, parce qu'en général, on n'y va pas pour un produit, on n'est pas dans du monocolie cette fois. Hein. Alimentaire? Alors, oui, bah c'est compliqué à gérer en termes de disponibilité. Et puis, entre nous, U dit, mais nous, on veut que le consommateur continue à venir en magasin. En ligne, il est beaucoup plus rationnel. D'ailleurs, on le formate, on lui dit, tiens, il y a 15 jours, vous avez acheté ça. Est-ce qu'on repart sur la même commande? Est-ce que des produits peu impliquants, récurrents, allez-y, on y va. Le ménage, bon, etc., les enfants sont là, hop, on repart. Et pourquoi U n'ira pas livrer, ou généralement ne va pas livrer à domicile, et préfère la solution du drive? Parce que quand vous allez retirer vos produits sur un drive, vous dites, mais finalement, mince, j'ai oublié telle et telle chose. Vous remettez les pieds dans le magasin. Et ça, ils le souhaitent. Hein, on est sur une phase transitoire. Hein. Certains disent, nous, notre bagarre, notre stratégie, c'est le magasin. On les fait jolis, on les fait beaux, etc., etc. Donc on ne mettra pas tout en ligne. Il ne trouvera pas tout. Pour qu'ils viennent, qu'ils continuent à venir. On comprend qu'il opte pour le commerce en ligne, mais on ne va pas tout lui donner. Il y va de notre survie parfois. Oui, complètement. Bah oui, parce que en termes de gestion, parfois ils avaient des stocks qui étaient, notamment pour des produits frais, si les stocks étaient complètement séparés du magasin, complètement à part, effectivement on avait des invendus, des pertes. Vous voyez que ça s'applique aussi pour les services en ligne comme les banques? Non, je dirais pas forcément la même chose, mais à voir. C'est-à-dire que l'offre est différente. On peut même avoir je pense au luxe. Le luxe a traîné les pieds avant d'aller en ligne. Les Vuitton, Chanel et autres ne voulaient pas y aller. Ça, écoutez, c'est pas admissible. Nos clients n'iront jamais acheter nos produits en ligne. Ils veulent du magasin. En fait, le commerce en ligne est venu tardivement, 5 ans maximum pour le luxe, avec une offre qui est assez différente. On ne trouvera pas forcément les mêmes produits. Une offre qui peut être complètement différenciée. C'est Marionneau ou c'est Fora qui s'y met? Oh, je sais. Ils sont mis, les deux y sont. Alors peut-être bien Marionneau, à vérifier, je ne pourrais pas vous dire. Non, moi, je voulais juste faire une remarque. Oui. Donner une information. Sur la boîte, dans la boîte consigne oui. Dans l'appartement. Oui. J'ai eu la chance. Vous l'avez vu? Vous l'avez. De m'occuper de la maison radieuse à Rosé. Oui. Qui date D'accord. 54. Oui.
il y avait déjà Déjà. cette Ouais, cette ouais. voie avec les deux portes. Avec les deux portes. Sur la rue, Ah, ça c'est intéressant. sur la rue, ce qu'on appelle Ouais. la rue, et l'autre À l'intérieur. Et c'était fait spécifiquement pour que le boulanger ou l'épicier Ouais. Bah, vous voyez. livrait le pain. Et donc le corbu, enfin, son Ouais. équipe, Bojanski et autres, avait intégré ça. Donc, D'accord. Ça marche. Alors, je crois que ça marche encore, mais plus du tout dans les conditions. Bah oui, ouais, d'accord. Je fais plus le tour des- Mais c'est intéressant ce que vous dites là. Mais, Oui, alors, oui. Ouais. c'est pas d'aujourd'hui. À Marseille, je connais aussi celle de Marseille. Il y a aussi. Il y a aussi ça. Ah, intéressant. Bon, faut que je creuse ça. Voilà. Donc, Merci beaucoup. C'est ouais, très bien. Je terminerai sur ces modèles logistiques avec un petit clin d'œil au commerce de proximité, au commerce de centre-ville, au commerce de quartier, parce qu'on dit souvent l'alimentaire. Maintenant, c'est 1 la grande distribution, 2 la grande distribution, 3 la grande distribution. Et en fait, le commerce électronique peut être également une forme de contre-pouvoir, pas de rééquilibrage, faut pas rêver, au niveau des commerces de proximité. Souvent dans les quartiers, dans les rues, vous allez remarquer, notamment dans les villes moyennes, vous allez trouver des commerçants du coup très indépendants qui sont spécialisés dans leur domaine. On va trouver l'épicier, le boulanger, le charcutier, etc. Ils sont quasiment uniques. Ils sont même pas en concurrence les uns contre les autres, puisqu'ils sont quasiment seuls dans leur spécialité. Et on a vu, donc il y a eu notamment une expérimentation avec la ville des Herbiers en Vendée, puisque souvent les unions de commerçants ont un site. Il y a l'union des commerçants qui utilisent un site internet pour se faire connaître. Alors on sait qui fait quoi, commerçants et artisans. Hein. Et puis certains commençaient à avoir il y avait des demandes de commerce, d'achat, de transactions. Bon, c'était pas trop prévu au départ. Bon, ils ont développé en lien avec un FISAC, un fonds d'investissement, enfin pas un fonds d'investissement, un FISAC, c'est pour, je sais plus, fonds d'intervention, sauvegarde de l'artisanat et du commerce de proximité. Voilà. Donc ils ont eu une aide, ils ont développé ce site. Et puis ils disaient, mais finalement, on pourrait tout à fait imaginer qu'une commande, je peux pas aller chez mes commerçants de proximité tous les jours, c'est pas possible. Le samedi peut-être, sur un temps libre peut-être. Mais dans la semaine, si je dois faire des achats, l'hypermarché, le tout sous le même toit, c'est quand même pratique. Bon, et pourtant, ces acteurs, je les connais bien, on a des produits plutôt de qualité, et dans certains cas, j'opte pour eux. Je suis sur des produits plus impliquants. On peut tout à fait imaginer que la commande tombe sur le site de l'Union, soit éclatée selon les commerçants que je connais déjà, et ils me connaissent. Je ne suis pas un inconnu. Et ils peuvent préparer ces produits comme si j'étais en face d'eux, ils connaissent également mes préférences. Et simplement dire à un coursier, je dis bien un coursier, de proximité, dans les villes moyennes, on en a des coursiers, en fin d'après-midi, de faire l'enlèvement dans cette rue, dans ce quartier. Lyon a amené des expérimentations aussi là-dessus. Je fais l'enlèvement, et je livre dans la foulée, et je suis d'emblée dans les derniers kilomètres. Donc là, j'ai un temps de transport qui est relativement court, et donc on peut le surmonter. Ah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est, et c'est les commerçants qui le disent eux-mêmes, en même temps, c'est alléchant, c'est vrai que on livre à domicile des produits, on le fait bien, dans notre domaine, on va bien livrer des particuliers. On court pas après parce que on préfère être au magasin, mais on le fait bien. Dans le chiffre d'affaires, c'est toujours intéressant. Et quand on vous dit, mais est-ce que c'est à vous de livrer? Est-ce que c'est votre métier? Bah non, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on le fait faire par quelqu'un d'autre? Ah, c'est notre produit. Alors quand on leur dit un coursier, oh là, non, c'est notre produit. Un confrère commerçant. Chacun une semaine. C'est notre produit. Donc on sent aujourd'hui qu'il y a le dernier kilomètre, quelque part, ça les embête de le faire, mais en même temps, ils veulent ce contact avec le client final. Ils veulent être sûrs que. Hein. Donc, bon, il y a des choses qui existent, hein, mais c'est quand même pas tout à fait réglé. Alors, vous comprenez bien que le commerce en ligne est appelé, on le voit, il augmente régulièrement, etc. Et qu'il va impacter les livraisons urbaines. J'ai parlé un peu du rural, mais également l'urbain. Aussi bien en livraison à domicile, que sur un autre lieu. On parle parfois de LAA, livraison sur une autre adresse, de vacances par exemple, ou sur un lieu de travail. Ça peut être aussi ça permet parfois de massifier, à condition quelque part dans le lieu de travail, on ait un local pour stocker éventuellement, vous voyez, à voir avec le comité d'entreprise. Bon, donc on a à la fois en domicile ou en dehors des domiciles. Donc on sait que ces livraisons à domicile ou en dehors de domicile sont appelées à augmenter. Au moins un nombre d'unités, de colis, en volume peut-être, mais en colis, en nombre de colis certainement. Alors, les risques, c'est de voir nos rues
encore plus encombrées qu'elles le sont, notamment dans des villes qui connaissent déjà des congestions. Oui, pour l'instant, j'ai pas parlé des livraisons des commerçants. Et on les a toujours, les livraisons des commerçants. Hein, ce qu'on appelle le TMV, le transport des marchandises en ville, on ne l'a jamais vraiment très bien traité, on l'a mis plutôt de côté. Bon, je parlerai rapidement de PDU, des plans de déplacement urbain. On a plutôt pensé les déplacements pour les voyageurs, mais pas forcément bien pour les marchandises. C'est compliqué. Bon. Mais là, avec le commerce électronique qui se développe, on n'a pas trop le choix. Donc, encombrement, peut-être plus important. Pollution au sens large, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais également de bruit, de nuisances diverses. Donc, bon, on redoute. On redoute, et c'est vrai que les premières expériences ne sont pas forcément toujours bonnes. J'aurais pu prendre... Cette photo a été prise à Paris, mais j'aurais pu prendre la même à Toulouse ou ailleurs. Là, vous avez sur le trottoir un expert de la livraison à domicile, un as du dernier kilomètre. J'ai caché le nom de l'enseigne. Simplement, c'est un prestataire qui travaille pour le premier distributeur européen en alimentaire pour Carrefour. Et ça, je le vois à chaque fois que je retrouve ce type de véhicule. Souvent, il est en arrêt et il cause une nuisance, vous voyez, au niveau du trafic. Comme les voitures à deux roues. Oui. Et donc ça, si vous voulez, ce genre de procédé n'est pas tolérable demain, aujourd'hui sans doute, mais demain encore moins parce que les volumes vont augmenter. Donc là, on ne peut pas. Il va bien falloir trouver des solutions. On commence à en avoir, mais elles sont quand même encore diffuses. Alors, bien sûr, il y a les PDU, les fameux PDU. Nantes y a travaillé, il retravaille. Bon, les plans de déplacement urbain, PDU, ça commence par le P, c'est un pouvoir de police souvent. C'est pas toujours bien perçu par les acteurs économiques. Pouvoir de réglementation. On dit oui, les PDU, ça concentre les problèmes. C'est plus de véhicules en moins de temps. Notamment, les PDU, c'est d'abord pour les commerçants. Donc, commerçants livrés sur des créneaux de type, par exemple, 9-11 heures. On concentre les problèmes. Donc, certains disent, c'est pas la solution. En même temps, il faut bien réglementer. Parfois, on dit les PDU ne sont pas suffisamment contraints. Il y a un PDU, mais il n'est pas forcément respecté. Donc, on fait un peu, on va dire, en dehors. Autre solution, plus technique, et là, les acteurs économiques ont tout leur rôle, ce sont les CDU. Centre de distribution urbaine. Alors, parfois on parle de CDU, c'est plus large. Parfois on parle d'ELU, d'espace logistique urbain, de LP, espace logistique de proximité, d'hôtel logistique. Vous savez, le vocabulaire, il se multiplie. Bon. En tout cas, des sites qui auraient vocation à répartir le fret, aussi bien pour des commerçants, pourquoi pas, que pour des particuliers. C'est du tri. Comme c'est très bien le faire, par exemple, la Poste pour le courrier. Ou pour les colis. On est sur des unités de tri. En clair, il s'agit d'optimiser, de livrer au moins autant, voire même plus, avec peut-être moins de moyens. Peut-être avec moins de moyens. Donc on est sur une idée de plateforme. Le processus, il est connu. Hein. On est sur le principe du CDU, c'est ça. On a des sites qui sont souvent en entrée de ville, approvisionnés par une logistique plutôt massive, d'entrepôts, de plateformes, donc avec des donneurs d'ordre parfois importants. Et puis là, on va éclater. C'est un éclatement de flux avec une répartition par quartier, ou par petite ville, ou par zone, pour livrer aussi bien, j'ai mis B ici pour business, aussi bien du commerçant que du particulier. Les premières expérimentations en Europe, on les doit aux Allemands. Dans les années 92, la ville de Kassel, qui est partie d'une initiative d'acteurs privés, des transporteurs qui disaient on ne peut pas continuer comme ça. Tous les matins, pour livrer les commerçants, on est à touche-touche dans les rues, les uns après les autres, chacun y va de son petit colis chez le commerçant. Est-ce qu'on ne pourrait pas se répartir les quartiers? Démarche complètement privée. En clair, je schématise, un quartier, un transporteur. On se répartit les quartiers. Un commerçant ne voit plus qu'un livreur et un seul. Il a tout en une seule fois. Vous voyez un petit peu l'idée. En 92. Hein. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on peut y réfléchir, c'est pas aussi simple que cela, parce que tous les produits, il y a des problèmes de compatibilité, mais sans doute de limiter les livraisons et les dérangements et les nuisances, aussi bien côté commerçant que particulier, parce que le particulier n'acceptera pas non plus, j'en parlerai dans mes conclusions, d'être dérangé plusieurs fois dans la même soirée, ou le week-end. L'internaute, il est difficile, l'internaute, c'est vous l'internaute. Hein. Alors, bon, on rêve d'être livré chez soi. Soit en boîte à lettres si on en a, mais on n'en a pas trop, ou alors en SAS, les pays du Nord, quand ils n'ont pas de boîte à lettres, ils ont souvent des SAS qui jouxtent l'habitation.
dans lesquels il se dévête, il fait trop froid, il laisse la doudoune, les bottes, etc. Il suffit d'équiper ces sas de digicode. Et le livreur y a accès. Il peut laisser des produits à l'intérieur, voire même reprendre des produits qui attendent, qui doivent déposer au pressing ou ailleurs. Bon. Lieu de travail, on l'a évoqué. Les points relais, je n'avais pas encore tellement évoqué, c'est dire, voilà, écoutez, je suis rarement chez moi, aujourd'hui il y a des réseaux, et là on retrouve des réseaux existants, la Poste, bien sûr, via ses bureaux, mais pas uniquement, mais également les grandes à vente à distance, de réseaux, les 3 Suisses via Mondial Relais, la Redoute via Sogep, bon, il y a des réseaux qui existent, et puis des réseaux qui semblent se multiplier. L'idée, c'est de s'appuyer sur des commerces existants, des réseaux existants, de fédérer les buralistes, fédérer les presses, etc., les commerçants indépendants. Bon. L'autre solution, c'est également de retirer sur des magasins de plus grande taille, plutôt de périphérie, c'est l'histoire des drives. On retire carrément sur un magasin. Bon. Donc des solutions existent. Elles ne sont pas toutes à égalité, et pas forcément pour tous les produits. Pensez également à intégrer l'enlèvement à domicile. On a parlé du retour. Donc là, aujourd'hui, on est peut-être un peu moins avancé. Et puis surtout, raisonner au niveau du coût. Raisonner au niveau du coût. On peut se dire finalement, tout à l'heure je parlais d'un coût logistique pour un bouquet de fleurs, il est à la limite en valeur relative beaucoup plus important qu'un coût logistique pour une livraison de machine à laver avec retrait de la machine en panne, de la machine usagée. Parce que par rapport à la valeur du produit, c'est rien. C'est rien du tout. C'est diffus. Donc, il est clair que la logistique qui va être choisie va dépendre également de la valeur du produit à valeur ajoutée ou non. Alors, je reviens sur l'alimentaire. L'alimentaire, ce qui est commandé, ce qui est peu impliquant, vous imaginez que c'est le fond de caddie. Et donc là, on n'a pas droit à l'erreur. Pas de possibilité de passer une deuxième fois, sinon le commerçant mange son bénéfice. Il ne peut pas faire d'erreur sur la livraison. S'il livre, il doit livrer sans erreur et surtout sans retour. Aujourd'hui, vous voyez, en France, selon la FEVAD, on est sur des rapports à peu près, allez, on va dire 60-40 à peu près. 60% des livraisons sont plutôt à domicile et 40% sur un autre point, en moyenne. Hein. On peut imaginer que le point de retrait se développe. C'est pas impossible. Hein. Surtout si le commerce en ligne continue à augmenter. Hein. Ne serait-ce que par la disponibilité du client, à moins d'avoir des tournées optimisées, mais on n'y est pas complètement rendu pour l'instant. Alors, j'arrive dans des éléments un peu de conclusion déjà. Des défis à relever, notamment en livraison à domicile. Un premier défi, aujourd'hui, il va bien falloir qu'on trouve des solutions. On ne peut plus imaginer qu'une commande n'aboutisse pas. La livraison d'une commande n'aboutisse pas. Si on la met en livraison, elle doit aboutir. C'est en fait faire en sorte que les souffrances disparaissent. Être sûr que le client, le consommateur, soit chez lui, ou s'il n'est pas chez lui, qu'il y ait des moyens pour déposer le produit, soit dans un équipement personnel, soit dans un équipement partagé. Donc on parlait tout à l'heure de collectifs qui pouvaient être équipés. Bon. Première solution. Donc ça, c'est un premier pas. Aujourd'hui, c'est quand même encore, on dit une livraison sur 4 qui échoue. Hein. C'est beaucoup mieux qu'avant. On a connu des taux d'échec de l'ordre de 50%. On a progressé. C'est nettement mieux. C'est moins de kilomètres. Le DD, c'est pour développement durable, hein, qui est derrière avec EES, économique, écologique et social. Dimension économique, ça coûte plus cher que de relivrer, et écologique également. Limiter les kilomètres inutiles qui n'ont aucune valeur, mais qu'on effectue quand même malgré tout. Bon. Ensuite, deuxième chose, c'est le tout en un. Un peu comme le facteur le matin vous amène votre courrier, vous avez tout votre courrier, vous avez tous vos plis. Pour la journée, eh bien, le consommateur, l'internaute, va devenir également exigeant. Peut-être qu'il sera livré le soir ou le samedi matin quand il est chez lui, mais il ne veut pas être dérangé à chaque instant. Donc il est prêt à être livré, mais tout en une seule fois. Au moins par type de produit. Mais il ne veut pas multiplier les livraisons et les dérangements. Hein. Ce qui veut dire que derrière, on va avoir besoin d'intermédiaires. PSL, c'est pour prestataires de services logistiques, les prestataires, les transporteurs, les messagers,
les spécialistes du dernier kilomètre, et IPSL pour dire vraiment ce sont ceux qui se sont spécialisés sur le commerce électronique. Hein. Et donc ça veut dire qu'on aura en amont sans doute, pensez à cette plateforme, consolider quelque part les flux sur soit des CDL, centres de distribution locale, ou CDU, centres de distribution urbaine. Il va bien falloir consolider. Parce que quelque part, on aura des coûts. Donc, à mon avis, il faut regrouper. Alors, ça peut être démarche délibérée, démarche, j'ai envie de dire, intelligente d'acteurs privés. Ça peut être parfois démarche imposée, contrainte, via un PDU ou autre chose. Hein. Alors après, les tempéraments, les cultures nationales, bon, sont différentes. Alors, on est en France, on est plutôt dans une culture un peu contrainte. Souvent, il faut soit contraint pour faire. Alors, je sais pas, on verra. Bon. Et puis, l'autre solution, ce sont les points de retrait. Les points de retrait, je disais tout à l'heure que les réseaux se multiplient. On a connu autrefois la SEGEP, la Redoute, donc Mondial Relais marié avec Kiala en partie, les 3 Suisses, à 2 pas, les réseaux de la Poste. On a tendance à voir se multiplier les réseaux, puis surtout les drives. Est-ce que demain, le consommateur que vous êtes, si vous allez commander par Internet, c'est pour certaines raisons, notamment en première raison, c'est gain de temps. Est-ce que vous allez aller de drive en drive, de point de relais en point de relais? Non, vous arrêterez. Autant aller en magasin. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut un point de retrait unique? Je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, il faut penser sans doute à des points de retrait de proximité de quartier, à des espaces logistiques. Alors, ça veut dire que les collectivités sont impliquées dans cette réflexion. Il faut les penser, il faut trouver les espaces, pas toujours facile, mais on peut en trouver. Il ne faut pas forcément des espaces trop grands. Puis qui va le gérer? Est-ce que c'est un prestataire qui doit le gérer? Société mixte, vous voyez? Bon. Le problème de gouvernance est sûrement un problème. Si vous voulez, on s'est beaucoup cherché sur le e-commerce. Au départ, personne n'y croyait trop, en disant bon, ça va être éphémère, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, ça marche. En logistique, on fait mieux qu'on a fait. On peut encore faire beaucoup mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des formes nouvelles d'organisation, pas tant dans le transport. Le transport, on s'est à peu près optimisé. Mais au moins de lieux d'éclatement, de proximité qu'il faut absolument mettre en place et expérimenter. Alors, j'arrive, vous voyez, dans la conclusion. Un élément nouveau. Bon, on a parlé du développement du commerce. Un élément nouveau. Pour Nantes, je suis mal placé pour le mesurer, mais aujourd'hui, dans les grandes villes, mais Nantes, je pense qu'ils en profitent aussi, la ville en profite, c'est le repositionnement dans les centres-villes de commerce de proximité. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est vraiment mesuré, mais c'est la tendance globale. Avec des nouveaux noms. Avec des nouveaux noms, complètement, des nouvelles enseignes. C'est une épicerie fine. Voilà. C'est plus un marchand de légumes, c'est un fruitier. Enfin, je pense à ça parce que c'est concret. Oui, oui. Oui. D'accord, oui, oui. C'est d'ailleurs un de leurs cadres du siège qui va être chargé de la collection de ce magasin pour en faire une véritable opération. C'est clair que les mètres carrés de centre-ville aujourd'hui, qui se les arrachent, entre autres les grands distributeurs qui étaient partis en périphérie. Et Monoprix qui avait fait le choix de ne pas quitter le centre-ville, dans le cadre d'ailleurs de leur politique de développement durable, Ouais. la prise en charge, ils perversaient un peu de travers par leur concurrence, et en fait finalement, ils voulaient garder la possibilité de limiter les temps et les coûts environnementaux et sociaux du déplacement D'accord. entre leurs clients et leurs magasins. Oui, C'est vrai qu'on peut se poser la oui, complètement. question de savoir par quels moyens les gens vont aller à 15-20 km de chez eux dans des grands centres commerciaux Tout à- extérieurs, Oui. ne serait-ce que du fait du coût de... Oui, oui. De toute façon, c'est clair qu'il y a un repositionnement aujourd'hui vers les centres-villes, ça c'est évident. Donc, bon, ça veut dire livrer ses commerces et également accepter que les particuliers y aillent aussi. Vous connaissez le slogan e-commerce de Monoprix? Je l'ai vu à Toulouse il y a quelques jours. C'était sur un véhicule de livraison à domicile. Ça commençait comme ça, je crois. Jouer aux achats et à la souris. C'est pas mal. Je voulais prendre la photo trop tard. Bon. Je trouvais ça pas mal. Tesco, l'anglais Tesco, c'est from mouse to house. De la souris à la maison. From mouse to house. Ils ont souvent des slogans qui sont pas mal. Je reviens pas sur le levier réglementaire, je vais passer peut-être rapidement. Les deux leviers majeurs, c'est PDU, CDU.
PDU, c'est plutôt le levier politique, pouvoir des collectivités, dans lequel les acteurs peuvent avoir un rôle quand même à jouer. CDU, c'est plutôt le levier organisationnel. Hein. Et là, les acteurs sont pleinement force de proposition. Alors, des exemples de PDU, mais ça, vous l'aurez dans le diaporama, c'est des exemples qui sont pris dans la réalité. Vous voyez, les PDU, on va les penser en termes de véhicules, de motorisation, de taille de véhicules. On va réglementer tout ça au niveau des horaires. Donc là-dessus, j'ai envie de passer, je sais pas, hein, je vais passer sur cette partie un peu technique. Oui, il faudrait nous laisser un quart d'heure pour poser des questions quand même. C'est ça. Donc je vais passer des exemples, par exemple Barcelone, intéressant quand même, les voies multi-usages. Selon, alors ça fait beaucoup réfléchir aujourd'hui, selon l'heure de la journée, des voies vont avoir un usage différent. Soit de parking la nuit, soit de voies de circulation, bien sûr, dans la journée, ou de voies de livraison, le matin. Hein. Donc des projets par rapport aux normes de moteur, d'autorisation, notamment les Suédois là-dessus sont assez exigeants avec le projet LES, le bruit avec notamment le programme PIC sur les nuisances sonores, notamment livraison la nuit. Il y a des programmes de recherche qui se font sur ces livraisons la nuit, c'est bien, il y a moins de monde en général dans les rues, ouais, mais ça crée d'autres nuisances. Alors bon, les riverains ne sont pas toujours très heureux, hein, si vous avez des groupes à côté, etc. Bon. Alors, j'insisterai davantage sur le levier technique, avec notamment les CDU. Alors, l'innovation, bon, il y a un certain nombre de choses qui peuvent exister, avec des véhicules qui sont électriques, en particulier, bon, sur Nantes, on a une agence, notamment de Ray Electric City, des véhicules plus écologiques, on connaît aussi. Bon, alors c'est un moyen, c'est le moyen technique. On est sur des tournées relativement courtes. Un modec, c'est un modec, aujourd'hui, on va emmener maximum 6 palettes, l'équivalent de 6 palettes. Donc on est sur des tournées de proximité pour livrer des commerçants. J'ai eu l'occasion d'assister au mois de décembre au départ de la plateforme logistique de Gennevilliers du groupe de Ray, comment ils livraient les magasins parisiens, Sephora, L'Oréal, Vuitton, à partir de ces véhicules qui sont de petite capacité. Bon, alors c'est vrai que c'est intéressant, il y a quand même un coût quand même d'exploitation derrière. Les marques que j'ai citées, vous imaginez que dans le coût du produit, c'est rien. C'est pas un problème, c'est pas un souci. Puis il y a une marque, il y a une image, je veux dire, hein, c'est important. Alors on n'est pas rendu à livrer l'alimentaire comme ça, je pense pas aujourd'hui. Vous avez les moyens techniques, aujourd'hui on peut prévenir quasiment, ou du moins savoir si l'internaute est chez lui ou pas. Il avait dit qu'il serait chez lui, alors quand même s'en assurer avant de le livrer. Aujourd'hui on a des moyens de communication importants. De même, alors là je pense à Kiala. Kiala qui ne livre pas à domicile, qui livre sur des points de retrait, votre cordonnier, un pressing, etc. Qui vous dit la veille, ce soir, vous êtes prévenu en disant tiens, votre produit arrive, vous allez être livré demain à Nantes. Pas de chance, votre cordonnier il est en vacances en ce moment. Nous on le sait. Kiala c'est d'abord un informaticien, c'est la technologie. Écoutez, on le sait, donc on vous propose une livraison sur un autre point, on vous propose plusieurs points, c'est vous qui choisissez. Demain je serai bien à Nantes, mais je serai plutôt dans tel quartier à telle heure, tiens ça m'arrange bien. Vous choisissez le lieu de la livraison, le point de retrait finalement. Hein, et vous serez livré effectivement demain. Donc la technologie permet de communiquer et d'éviter là aussi des kilomètres inutiles ou des livraisons qui n'aboutissent pas. Les fameux points de retrait. Alors j'ai parlé donc de Kiala à l'instant, mais ça peut être les Citissimo de La Poste. Formule de... Vous en avez un Oui, je cherche. Allez, oui. Je ne vois plus rien, donc je ne sais plus, c'est là, on m'a dit. Hein, le Citissimo de La Poste, une formule intéressante de consigne automatique. Pas forcément pour l'alimentaire aujourd'hui, mais qui peut peut-être le permettre demain. On verra un exemple juste après. L'intérêt des points de retrait, c'est la proximité. Nous sommes dans le dernier kilomètre. On est dans de l'écomobilité. On peut y aller à pied quasiment. Pour du monocolie, c'est génial. C'est même la promenade. Le problème, c'est la saturation des points de relais. Kiala dit, en général, un point relais pour Kiala, c'est maximum 30 colis pour le commerçant. 30 colis jour. Le commerçant est rémunéré au colis. 30 centimes du colis. Chiffre d'affaires de la journée, 10 €. C'est pas pour Kiala qu'il le fait. C'est pour le trafic que ça génère dans son magasin. Et les ventes additionnelles, on est bien d'accord. Hein, bien sûr que les points de relais, c'est bien pour des petits colis, mais c'est pas valable pour de l'encombrant, pour du frais, pour du surgelé. Hein, donc attention, c'est pas la solution à tout, loin de là. Citissimo, donc si vous voulez peut-être expérimenter en bas, c'est tout simple, il est 23h, je quitte mon travail, et oui, j'ai travaillé beaucoup. Je consulte mes mails ou mes SMS, je sais que ma livraison, mon produit est arrivé. Sur mon Citissimo de proximité, sur mon trajet travail-domicile.
23h, j'y vais, j'ai ma carte d'accès au Citissimo. On m'a simplement indiqué quelle boîte postale, entre guillemets, m'était affectée, parce que ce n'est pas la mienne, à la différence d'une boîte postale d'entreprise. Elle est mutualisée. Demain, cette boîte qui sera libre sera réutilisée pour quelqu'un d'autre. J'y passe, j'accède au SAS et je retire les produits. Hein. Alors, je crois qu'il y en a une trentaine en France, Virginie. Trentaine de Citissimo à peu près, 30, 35. Alors, c'est pas beaucoup par rapport on va dire, par rapport à des points relais, les réseaux de points relais, c'est à peu près 4000. Hein. Donc c'est moins, mais bon, par contre, les bureaux de poste sont nettement plus nombreux. Hein. Alors, vous voyez un peu le principe, je vais revenir là-dessus. Le principe des CDU, alors on en rêve parfois, les prestataires, un peu moins, ils ont un petit peu peur, les prestataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des commerçants ou des particuliers, on peut assister à ce genre de superposition des réseaux, être dérangé par exemple 3 fois, mais finalement, ce serait quand même mieux de travailler comme ça, mais on rentre dans des logiques dites de coopétition, c'est-à-dire de collaboration avec des compétiteurs, c'est-à-dire avec des concurrents. Là, c'est une vraie réflexion, c'est-à-dire peut-on travailler avec des confrères et des concurrents? Bon, quand je parlais du PS avec la Poste, c'est ça finalement. C'est-à-dire, la démarche des Allemands à Kassel, c'était un peu ça. Il y a une question de maturité quand même. De prime abord, on est quand même sur des marchés ouverts. Bon, ça gratte un peu quand même. Hein. On est sur des marches coopétitives. Alors peut-être qu'on n'ira pas jusque-là, mais il y a peut-être des solutions quand même à penser, à réfléchir. Et puis je terminerai, je crois que c'est la dernière diapo quasiment, avec bon, ces CDU, mais il n'y a pas que les CDU, vous avez de manière plus générale, pardon, autant pour moi, donc on a tendance à voir le langage de la logistique urbaine fleurir entre les CDU, les ELU qui sont plutôt de petite taille et plutôt privatifs, souvent mono-enseigne, les consignes également, donc on commence à voir des expérimentations menées ça et là. Vous avez le projet, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez un projet sur Paris qui devrait aboutir en 2011, le projet LUMD, Logistique Urbaine Mutualisée Durable, porté par Prestalis, qui devrait aboutir sur faire en sorte que les livraisons urbaines se fassent au mieux, à la fois en B2B, grande distribution, commerce de proximité dans les grandes villes, mais également en B2C, le particulier. Oui, voilà, c'est ça, les réseaux, voilà, les réseaux vont être... ouais, exactement. Ces réseaux vont être mis à contribution. Ah oui, les réseaux existent. Ils sont nombreux, pratiques. Voilà. C'est l'évolution un petit peu on va dire, la finalité d'un point. Mais le réseau existe. Pour terminer, voilà la dernière. Donc, et demain, demain, je suis prudent. En tout cas, le phénomène semble irréversible. Autant en 2001, on a cru qu'on faisait fausse route. Autant aujourd'hui, on voit que c'est parti pour se développer, à condition que la logistique et les logistiques suivent. Et donc là, il faut qu'on rentre sur des modèles d'e-logistique urbaine. On avait nos modèles de logistique urbaine pensés pour les commerçants n'ont pas été forcément toujours bien réfléchis, bien pensés. Le transport des marchandises en ville, on ne l'a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut le prendre au sérieux. Et les modèles commencent à se peaufiner. Des nouveaux opérateurs. Alors les nouveaux opérateurs, ça ne veut pas dire que les anciens ne sont pas à la page. Au contraire, souvent des opérateurs connus de tous, mais qu'on n'imaginait pas sur ces nouveaux métiers, sont les mieux placés parce qu'ils ont les réseaux. Ceux qui ont les réseaux sont les mieux placés, c'est évident aujourd'hui. Et donc, bien sûr, il faudra que les collectivités s'impliquent et contrôlent dans le sens peut-être maîtrise. C'est pas contrôle pour contrôler, mais plutôt pour maîtriser, même si la gouvernance peut être partagée. Voilà, je m'arrêterai là. Bien, merci de cet exposé extrêmement brillant. Je crois que nous avons assez peu de temps pour donner la parole à la salle pour les questions qui vont sûrement être nombreuses. On va donc commencer tout de suite. Peut-être allons-nous grouper deux ou trois questions tout de suite. Bien, je reprends votre langage. Donc, dans le B2C, vous avez montré que ce e-commerce s'était développé très rapidement. Comment s'est réparti dans le temps le couple marge pour le B et coût pour le C? Parce que est-ce qu'il a évolué? Qui a gagné? Ça, c'est le premier point. Et quel a été l'impact sur l'emploi de ce e-commerce? J'ai envie de dire, je vais commencer peut-être par la fin. L'impact sur l'emploi, ça va dépendre des acteurs. Ce sera peut-être pas forcément au niveau des magasins, quoique on voit un redéploiement sur des zones de proximité. Donc, il faut être prudent. Il est clair que les intermédiaires nouveaux du e-commerce, je pense aux logisticiens, eux, ont vu des niches nouvelles
se créer. Donc on a eu plutôt des mutations en termes d'emploi, parfois chez des logisticiens, qui étaient sur des créneaux classiques, où la concurrence était vive, notamment les métiers du transport, métier initial du transport, où les résultats étaient difficiles, et on a vu parfois des mutations d'acteurs qui se sont orientés vers des logistiques à valeur ajoutée du détail, préparation de détail, c'est un peu compliqué. Donc là on a vu plutôt des créations avec des process nouveaux, donc une évolution. Bon. Au niveau des commerçants, on peut penser que pour certains, il y a eu des formes de cannibalisation, c'est-à-dire que des ventes qui se faisaient en magasin ne s'y font plus et se font en ligne. Au départ, on disait il n'y a pas de cannibalisation puisque le métier est nouveau. Mais oui, mais le gâteau, enfin du moins les consommateurs, c'est pas extensible. Donc à un moment donné, on va bien piquer la part à quelqu'un. Donc tout le monde n'est pas gagnant. On a vu, certains n'ont pas hésité à faire marche arrière parce que leur processus, leur business model n'était pas rentable. Et là, je reviens au premier point. J'ai envie de dire, ça va dépendre un petit peu il y a des produits, je repartirai sur la notion de vendabilité. Il y a des produits pour lesquels le risque, il est faible. En clair, la logistique, parce que le service apporté. Quand on vend en ligne, on vend plus qu'un produit. On vend le produit, mais on vend un service. Ne serait-ce qu'une livraison. Ne serait-ce qu'une préparation de commande. Quelque part, il faut l'intégrer. Si la valeur du produit est élevée, ça va être relativement diffus et facile. Et en général, les acteurs, notamment de l'électroménager, de l'électronique en général, de la vente en ligne, se portent plutôt bien. Même si Dell a revu son modèle. Dell s'est dit, nous on se prive plus besoin de réseau de magasins, terminé. On fait du direct, assembleur, consommateur. Puis évidemment, ils se sont dit, mais on touche pas les PME, PMI. Parce que le micro, une fois arrivé, faut l'installer, s'il y a un problème de SAV, etc. Ils n'aiment pas trop. Les particuliers, c'est pas évident. Donc, ils ont réinvesti certains points de vente, deux petits réseaux, Walmart et Carrefour. Ça veut dire qu'ils ne touchaient pas tout le monde. Pourtant, on était sur des métiers ou des produits à haute valeur ajoutée, et pour lesquels le risque était moins grand. Il est clair que les cyberépiciers qui ont essuyé les plâtres, on peut dire qu'aujourd'hui ça va mieux, je suis pas sûr que tout le monde gagne encore beaucoup d'argent. Donc les produits à moindre valeur ajoutée, des produits moins impliquants, et qui demandent une logistique compliquée, complexe, pour cela c'est quand même sans doute encore préoccupant. On n'a sûrement pas forcément complètement gagné à travers les solutions que j'ai pu évoquer, mais le repositionnement au cœur des villes peut aider à le faire. Parce qu'il faut limiter ces déplacements. On en revient à ça, il va falloir le limiter. Et aujourd'hui, le consommateur, il veut de la proximité. C'est comme ça. Un retour à la proximité, à l'authenticité. Ça peut être un moyen, via ces commerces qu'on se réapproprie dans les villes. Oui, donc entre le B et le C, il y a ce qu'on appelle autrefois les intermédiaires, oui. Les grossistes, les semi-grossistes. Je pense aux agriculteurs qui s'en prennent donc aux supermarchés, aux pêcheurs qui s'en prennent aux marailleurs. Alors, comment ça se passe pour ces intermédiaires en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que ça diminue? Puis en termes d'emploi aussi, parce que ça représente des emplois, quoi. C'est là, on a quand même une formule qui est en train de disparaître, j'imagine, puis l'autre qui la remplace. Enfin, je voudrais savoir comment ça se passe pour eux, quoi. En amont, on les retrouve quelque part, hein, pour les produits agricoles ou de la pêche, on va les retrouver, ces acteurs. On en a besoin, ils sont incontournables. C'est même parfois pour eux une manière de pouvoir distribuer des produits, parfois en direct ou via des coopératives, sans passer par l'intermédiaire aujourd'hui qui était indispensable, qui était la grande distribution. C'est-à-dire, pour eux, l'interlocuteur, c'était la grande distribution. Les grandes enseignes. Aujourd'hui, pensez à mon schéma sur les petits commerçants. On peut écouler, alors on le voit en proximité avec des exploitants de proximité qui peuvent vous fournir toutes les semaines le panier de légumes, etc. Les huîtres au Carrefour, on voit. C'est ça. Donc, on va les retrouver. Et pour eux, alors ça ne les empêche pas de passer par la grande distribution encore, mais ils peuvent également avoir leur filière d'écoulement à condition d'être organisés. C'est-à-dire d'avoir, c'est peut-être pas leur métier d'avoir quelqu'un, un acteur avec eux, dans leur coopérative, un infomédiaire. Quelqu'un qui va être le webmaster, qui va s'occuper de cette partie pilotage de l'information. Il faut quand même le faire, ça, et bien le faire. Sécurisation des traitements, etc.
C'est un métier qui évolue. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être un nouveau canal qui se superpose à d'autres et qui peut être plus direct et peut-être plus profitable pour ses acteurs. On le voit, mais c'est souvent par métier. Dans la viande, on le voit au niveau du. On voit des filières qui sont organisées parce qu'il y avait un savoir-faire de grossistes déjà, et aujourd'hui pour eux c'est une forme de vente directe. Oui, de vente directe, c'est vraiment le cas. Donc certains s'organisent déjà et le font déjà. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les PDU. Je suis un petit peu dubitatif, sachant en plus que les PDU, c'est au niveau de l'agglomération, les pouvoirs de police, c'est au niveau des maires. Bon, ça c'est un détail, mais on va enclencher un 3e PDU dans l'agglomération pour la période 2010 et au-delà. Les PDU jusqu'ici ont très peu traité du transport de marchandises. Et quand ils ont traité pratiquement pas. Hein. Et même s'ils en traitaient, c'était pour les livraisons des commerces, des artisans, des grandes surfaces, et non pas pour les livraisons des gens. Donc, je suis un peu dubitatif. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez été amené à travailler avec les gens de Nantes Métropole qui s'occupent du futur PDU pour qu'ils essayent de prendre en considération ces nouvelles pratiques de livraison, non pas des commerçants, mais des particuliers. Voilà, ça fait partie des choses qu'on fait à l'heure actuelle. C'est grand temps. Oui, complètement. C'est pas faute de l'avoir dit, mais ça y est, on va dire, la mise en relation est faite, on y est, c'est important. C'est clair, ce que vous dites, vous avez complètement raison. Les marchandises n'ont jamais été prises au sérieux. On dit souvent, sous forme de boutade, les voyageurs votent, pas les colis. Et donc, c'est vrai que le TMV, le transport des marchandises en ville, souvent on l'a mis de côté, c'était les commerçants, etc. Aujourd'hui, le commerce de proximité a tendance à reprendre de la vigueur. Et puis on a également les particuliers. Donc là, il faut absolument l'intégrer. On en a besoin pour les deux. C'est clair que si... Alors, faut pas tout mettre sur le PDU. C'est pour ça que la solution du CDU, la solution technique, va être importante. Mais il est clair que la collectivité, les élus S, pas les espaces, ont un rôle non négligeable dans l'aménagement des villes. Et on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas penser à la livraison également des marchandises en ville. On est obligé de l'intégrer. Mais ça n'a pas été fait, bien souvent, en second plan. C'est clair. Oui. Moi, j'avais juste une question sur les sigles, notamment. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'eBay. Oui. eBay, c'est du B2C ou c'est du C2C? Alors, et qu'est-ce que ça génère comme flux et comment ces flux-là sont maîtrisés et qu'est-ce que ça représente ces flux-là? Parce que eBay, ça a pris des proportions importantes. Complètement, oui, tout à fait, c'est ça. Oui, là, on rentre vraiment. Vous avez raison dans le C2C là, avec parfois une valorisation des échanges qui est difficile à maîtriser, parce que ça échappe un peu à la comptabilité classique. On rentre dans des relations particulier à particulier, bien sûr, mais qui sont importantes. Hein, Ah oui, ça génère bien sûr des livraisons. Et là, du coup, autant quand c'est organisé, quand c'est un commerçant en ligne qui a pensé, qui a un processus, qui sait comment il conditionne ses produits, et qui sait avec quel transporteur il peut travailler ou quels opérateurs peuvent l'aider à distribuer sur telle ou telle ville, ça va. Mais quand c'est du particulier au particulier, alors là, je peux vous dire que c'est très très artisanal. Et là, on voit des choses étonnantes d'un point de vue logistique, en disant c'est pas préparé, comment on va faire, quoi. Oui. Moi, je trouve que vos propos ont été très intéressants. Une remarque. D'abord, il y a des métiers qui ont disparu. Il n'y a plus de garçons de course. Il y a des coursiers. Des coursiers, oui. Non, mais dans les entreprises, il y a 40 ans, il y avait toujours, selon la taille de l'entreprise, 1 ou 2 garçons de course, y compris dans des magasins qui étaient pas tout à fait l'épicerie du coin, mais il y avait ce genre de métier. Bon, maintenant, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent à cause des problèmes de logistique, de distribution, qui sont bon. Et vous avez évoqué les évolutions récentes ou les questions que se posent des grands logisticiens comme FedEx ou comme UPS ou DHL et qui se disent après tout la Poste pourrait bien servir. Sauf que la Poste, il y a pas encore 107 ans, avait dans certaines villes 3 distributions par jour, 3 distributions de courrier par jour, voire 2. Puis maintenant 1, et puis encore à quelle heure, on ne sait pas trop. Ça devient c'est une des questions que la Poste se pose. Pourra-t-elle continuer à faire ce travail? Donc si
si elle reste dans cette logique ancienne, on va passer avec une distribution par semaine dans la boîte aux lettres au bout de l'allée ou au bout de machin. Est-ce qu'elle peut faire cette mutation que vous avez évoquée succinctement et qui serait peut-être pour elle un avenir? Mais il y a plein de choses à changer. Enfin, c'est une interrogation qui devrait être la sienne. Alors, je pense que ça fait partie des préoccupations de la Poste. Je peux pas répondre à sa place, mais je pense qu'effectivement elle intègre bien parce qu'il y a des mutations très fortes dans ces métiers, les métiers de la Poste, entre les métiers du courrier et les métiers du colis. Voilà, c'est ça. Donc il y a des mutations qui s'opèrent. Il le voit bien déjà sur les centres de tri colis. Donc l'activité, elle évolue. Alors se pose après le problème de la distribution, des distributions en général. Bon, là je peux pas forcément répondre. On rentre dans la notion de service, passage unique, dépôt effectivement en boîte. Bon, ça fait partie des réflexions qui existent. Ah oui, c'est clair. Oui. De toute façon, le métier de postier. On a quelqu'un de la Poste dans la salle, donc si la réponse de Bruno Durand peut être... Je ne veux pas répondre à la place de la Poste, Virginie comprend. Peut être complétée, Virginie Rigouloc pourra le faire. Moi, j'ai un petit commentaire peut-être sur ce que vous avez dit. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans les systèmes de livraison, c'est la livraison chez le voisin. Et moi, je constate depuis quelque temps, ce qui n'était pas le cas avant, qu'effectivement, de temps en temps, on me demande si je veux pas garder le colis du voisin. Ou inversement, à mon voisin, s'il veut pas... c'est plus facile en rural. J'ai un peu évoqué en rural. Je suis pas en rural, je suis en urbain, mais je suis en maison. Oui, c'est ça. En ville, c'est... effectivement, quand on connaît, dans un quartier où on est connu, c'est la solution. Parfois, on connaît pas toujours le voisin en ville. Mais sinon, vous avez raison, c'est une des solutions, une des formules possibles. Alors, c'est un tiers de confiance. Après, ça peut poser d'autres problèmes. Oui. Ça peut poser d'autres problèmes. La deuxième chose, c'est est-ce que les nouveaux systèmes de communication qui intègre notamment la visio maintenant, parce que finalement ça devient extrêmement simple, on a des outils qui vont de plus en plus. Est-ce que on va pouvoir commander par visio, c'est-à-dire visio-commande? Vous avez parlé du petit commerce par exemple, plutôt que de passer par Internet, est-ce que c'est des modes qui vont arriver? Oui, je pense, même par téléphone tout simplement, puisqu'on a accès, l'offre elle est... j'ai envie de dire, elle est à portée de doigt, même plus à portée de souris, quoi. Elle devient digitale, c'est clair que les moyens d'accès à l'information sont diversifiés. Et, oui, la vidéo, pourquoi pas, à travers différentes applications. Oui, non, il n'y a pas de souci, je pense que ça va encore évoluer très fortement. Un dernier peut-être commentaire, parce qu'on a un matériel Apple qui est là. Oui. Apple a fait un choix de boutique. Contrairement à Dell, puisque vous avez évoqué Dell, et qui semble être un choix qui fonctionne plutôt bien. C'est clair que là, ça rejoint peut-être le volet social, quoi. Au début du commerce en ligne, on disait c'est fini les courses en magasin, nous n'irons plus en magasin, mais on se trompait complètement. Dans le comportement du consommateur, vous l'avez compris, les deux se superposent. Et le magasin reste un lieu important. Maintenant, vous avez dans vos courses, dans vos achats, vous avez des comportements différents entre l'achat, on va dire, impliquant, loisir, et l'achat corvée. Donc il y a des achats corvées dont on veut parfois se débarrasser, parce que c'est un peu barbant, fatigant, pas marrant. Voilà, exactement. Et puis il y a des produits pour lesquels on a envie d'aller essayer, voir... D'être dans un environnement, les Carrefour on a parlé de l'hypermarché qui était un format qui avait du mal. Carrefour essaie de réenchanter ces grandes surfaces, c'est pas facile. On parle de réenchantement des grandes surfaces. Un peu, allez, je vais prendre l'exemple d'un magasin Ikea où avant d'aller dans la partie très logistique du sous-sol, faire votre préparation de commande, encore une fois, c'est vous le logisticien, vous passez dans un univers. Vous avez ce qu'on appelle le bouquet, le principe des produits mis en valeur. Vous allez pour acheter des chaises et en fait, vous allez repartir avec les chaises, mais la table elle est pas mal aussi. Et puis le pot qui est sur la table, il est bien aussi. Donc on voit le produit, le magasin, le produit mis en valeur, enchanté. Et donc ce concept, aujourd'hui, vous le voyez bien, les grandes surfaces évoluent. On vous vend des produits dans un environnement, mais également de la formation. Vous n'êtes pas cuisinier, vous voulez acheter des matériels de cuisine pour faire telle et telle recette. On va également vous montrer comment on fait cette recette. On va vous montrer. Vous êtes bricoleur,
On va vous montrer également comment, voilà, hein, on vous vend également autre chose que le produit. Je termine peut-être là-dessus. Le consommateur aujourd'hui, il achète des produits, mais également autre chose, un service, une prestation. Ça peut être de la livraison, ça peut être une formation. Il a envie d'être plus intelligent, ou du moins de s'ouvrir à d'autres domaines et utiliser son temps au mieux. Profiter de son temps, hein, au mieux. Je pense que par un certain côté, il peut avoir besoin de considération. Le consommateur. Oui, je prendrais comme exemple Nespresso. Oui. Où maintenant il est de bon ton d'aller chercher son café dans une boutique où on est bien reçu, oui. avec des gens plein la boutique qui nous offrent un café, qui nous permettent de nous asseoir. Et quand on voit le prix du kilo de café ramené à une dosette, on aurait tout intérêt à aller le chercher et loin et nous-mêmes. Une dernière question. 2 questions alors, et nous arrêterons là après. On a parlé un petit peu de développement durable et donc de l'impact social et économique de tout ça. Alors dans les grandes villes, on l'a assez bien brossé. Moi, je me pose la question en milieu rural. Et sur la base de l'exemple des herbiers qui ont par ailleurs une démarche de développement durable assez poussée, au travers d'un agenda 21 et tout ça, dans quelle mesure on a pu évaluer, si c'est tant soit peu possible, l'impact sur soit la préservation, soit une légère redynamisation du commerce de proximité au travers de la dématérialisation du lien humain qui existe, puisque vous avez bien mis l'accent sur le fait que le client est connu du commerçant et le commerçant, le client connaît son commerçant et le commerçant connaît bien son client, éventuellement ses habitudes. Dans quelle mesure on a pu évaluer ça? Parce que c'est essentiel. On voit bien les déplacements générés en milieu rural pour les chalandises autres que celles du quotidien. Et encore quelquefois même pour celle du quotidien, et on voit bien l'impact que ça peut avoir en termes de temps perdu et aussi sur l'environnement. Oui, complètement. Il y a un travail qui avait été fait en 2006, je crois, par l'INRED, Jean l'INRED, c'est Dauphine, sur la comparaison des formats de vente. Hein, donc, de l'hypermarché au magasin de proximité, pour essayer de voir un petit peu quels étaient les plus grands pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre, qui produisaient le plus. Puis comparaison avec les formats numériques, ou du moins le canal numérique. Alors c'est vrai que le canal numérique, il faut être très prudent là-dessus, parce que si la livraison à domicile, vous l'avez compris, n'est pas organisée, c'est une catastrophe. Si on doit passer 2 ou 3 fois chez le client, c'est une catastrophe économique, mais également écologique. Hein, voilà. Oui. Alors, ils l'ont pas amené, on va dire, jusqu'au bout. Hein, mais Lyon, qui a été un peu plus loin, il est clair que c'est des modèles qui continuent à fonctionner et qui sont plutôt satisfaisants, à condition effectivement que les acteurs à distribuer soient sur le même quartier ou une zone de proximité. C'est payant parce qu'effectivement, on maintient un lien social. Maintenant, ce type de cours, c'est quand même pour non pas des fonds de caddie, mais pour quand même des produits impliquants. Je veux un rôti de mon boucher, là, je le connais bien, ou par exemple du poisson du poissonnier. On est sur des produits quand même à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va retrouver des coûts logistiques dans la prestation de livraison qui, en valeur absolue, sont plus importants que pour de l'épicerie traditionnelle. Mais par rapport à la valeur du produit, on est sur du commerce indépendant, reste raisonnable. C'est-à-dire que, allez, on veut se faire plaisir sur un bon repas, on reçoit des amis, le prix de la prestation, il reste supportable, et il s'intègre bien dans le prix du panier qui, en valeur, est plus important que le prix du supermarché. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Oui. Oui. Ça produirait sans doute moins que les 1000 caddies soient regroupés dans un seul véhicule, surtout si on travaille sur des véhicules plus propres, et desservent les 1000 foyers. Oui. Mais c'est sans doute vrai que si les 1000 foyers sont relativement concentrés géographiquement. Complètement, c'est ça. 1000, je connais pas. Je vous prenais l'exemple d'Orvaux tout à l'heure pour l'Express Drive d'Orvaux de Leclerc. Ils ont un problème aujourd'hui. C'est pas tant dans la préparation des commandes. La productivité, elle est bonne. C'est pas tant dans le coût de la préparation. Le problème, c'est la file d'attente des véhicules le samedi matin ou le vendredi soir, qui engorge également l'accès au magasin et au quartier, tout simplement. Donc là, c'est le succès, vous voyez. Hein, c'est le succès d'un format qui amènera les aménagements, forcément.
La dernière question. Oh, la dernière, c'est tout à fait par hasard, j'ai découvert, il y a 2 chronodrives pratiquement face à face à Basse-Goulaine. Alors non, un chrono et un express. Il y en a un qui est chronodrive, oui c'est ça, et c'est l'express et Leclerc. Donc c'est des centres qui sont très importants. Bon, et moi j'habite Sainte-Luce, j'ai jamais eu une réclame dans ma boîte à lettres. Alors je sais pas, il y a d'autres personnes de Sainte-Luce pour annoncer l'ouverture de ces magasins et l'existence de ces magasins. Et finalement, dans un magasin comme Basse-Goulaine, qu'est-ce qu'on considère comme zone de chalandise? De toute façon, le problème, comme c'est le... Et est-ce qu'il y a une réticence finalement des magasins à se faire connaître sous cette forme-là? De toute façon, ces magasins, comme c'est du drive, ils n'iront pas livrer. Donc le consommateur va venir chercher. Donc ils savent très bien que ça va être des consommateurs plutôt de proximité, du quartier, ou qui sont sur un trajet, on va dire sur un trajet facile pour eux. Le Chaland à côté, Basse-Goulaine est déjà relativement loin. Par rapport à ces chronodrives. Ah ben vous voulez parler du chrono de Basse-Goulaine, il est sur le grand... Le centre commercial, oui, il est là. Ça fait déjà loin. Hein. Mais par rapport à qui? Pas par rapport à Basse-Goulaine déjà, mais par rapport à Sainte-Luce. Oui, mais pour quelqu'un, par exemple, qui va faire ses courses tous les samedis au Leclerc, de Basse-Goulaine, qu'est-ce qu'il fait? Il y va, mais plutôt que d'aller dans le magasin, il aura passé sa commande avant. Il vient retirer sa commande, point, terminé. C'est un gain de temps en magasin, pas en trajet. Hein. Ça change rien à son trajet. Je pense pas qu'en rayonnement, ça va y chercher beaucoup plus loin. Pourquoi ils font pas de réclame? Pourquoi? Parce que je pense que, d'une part, un Express Drive Leclerc expérimente. C'est du bouche à oreille. Ils expérimentent leur process. Leclerc, encore une fois, était plutôt réticent à ce modèle-là. Ils y vont, ils le développent, bon, ils voient, ils essayent, ils mettent au point. Et Chrono, par contre, c'est différent. Chrono Drive Auchan, ils ont investi. Leclerc avait déjà un magasin. Donc Leclerc a été obligé de répondre à une provocation d'Auchan, de Chrono Drive. Chrono Drive, il faut que ça tourne. Alors Chrono se fait connaître un peu plus. Chrono, on voit des prospectus. Bon, j'en ai trouvé un petit peu dans les boîtes à lettres, des Chrono, mais Express, non. Hein? Eh bien, merci Bruno Durand de nous avoir donné une vision de notre territoire à 2030 et sa transformation. Merci. C'est moi, à votre service.